Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel apéro du Club de Vert. C'est la soirée de celles et ceux qui soutiennent Vert tous les mois et qui nous aident à faire vivre et grandir cette véritable aventure journalistique qui est Vert. L'apéro du Club, c'est un moment où on réfléchit, où on se rencontre, où on rit parfois et surtout où on trinque ensemble, et un moment où on se tient chaud, surtout quand l'actualité est parfois glaçante, au hasard comme en ce moment. Alors que l'écologie peine déjà à exister dans l'univers médiatique et politique, on voit revenir en force les climato-sceptiques aux États-Unis comme en France, avec une extrême droite qui monte en même temps que les températures et qui s'applique à détruire le réel, un mensonge après l'autre. Marion Maréchal qui nous explique que même les scientifiques du GIEC ne savent pas si nous les humains on y est vraiment pour quelque chose dans le changement climatique. Marine Le Pen, est-ce que ce serait pas de famille, qui crie à la mise à mort politique dans son procès pour emploi fictif. Éric Ciotti qui hurle au diktat des syndicats d'extrême gauche quand on interdit la pub pour le livre de Jordan Bardella dans les gares, alors que la pub pour les livres politiques est interdite dans les gares. Pascal Pro qui... Pascal Pro. Alors on va pas se raconter des histoires, on va beaucoup le voir ce soir. On va pas se raconter des histoires, c'est quand même un petit peu chaud. Parce que quand l'extrême droite aura fini d'effacer le réel et de détruire le débat démocratique avec ses faits alternatifs, ses réseaux sociaux et ses médias, on pourra parler tant qu'on voudra d'écologie à grand renfort de faits scientifiques. Ça ne servira plus à rien du tout. Vous le savez, à Vert, on n'aime pas se lamenter et rester les bras croisés, surtout quand on peut agir. Et c'est pour ça qu'on va lancer, et j'espère que le titre vous plaît, Chaleurs actuelles, notre grand projet pour décrypter ensemble l'extrême droite, ses climato-sceptiques et leur impitoyable univers médiatique. Au menu, si vous nous donnez les moyens d'y arriver, une nouvelle rubrique majeure sur le site de Vert avec des enquêtes et des décryptages beaucoup plus poussés que ce qu'on vous propose déjà depuis 5 ans. Une nouvelle newsletter en collab avec des partenaires de feu, et l'information n'est pas publique, c'est en avant-première pour vous, Street Press et Quota Climat. Yeah. Alors on les salue, big up. Et un poster pour connaître toutes les techniques des climato-sceptiques et savoir y répondre en un claquement de doigts. On apprendra aussi comment parler de tous ces sujets à nos proches, nos collègues, nos voisins et les autres, parce que oui, il va falloir qu'on trouve comment toucher au cœur les millions de personnes qui aujourd'hui sont tentées par le vote Rassemblement National. Alors si vous êtes aussi bouillant que nous et que vous estimez ce procès, bien sûr que non, ce projet plus nécessaire... Avec Marine Le Pen, tu as confondu. Ce projet n'est pas fictif, beaucoup plus nécessaire que jamais. Faites un don à Vert sans perdre une seconde. On a vu des harangues un peu plus sérieuses que celle-là. Et vous recevrez des avantages plus stylés les uns que les autres, comme ce sticker, qui, oui, comme le changement climatique, il est bien réel. Voilà, vous pourrez le mettre sur vos ordinateurs ou ce que vous voulez. Mon invité est en première ligne depuis des années face à l'extrême droite, et elle a peut-être quelques astuces pour vous ce soir. On ne la présente plus, mais je le fais quand même. Marine Tondelier, vous êtes secrétaire nationale du parti Les Écologistes, vous êtes conseillère régionale des Hauts-de-France, conseillère municipale d'opposition à Hénin-Beaumont, une ville du Pas-de-Calais gouvernée par l'extrême droite depuis 2014. Vous repoussez sans cesse les limites du style en politique avec vos punchlines et votre veste signature. Et vous êtes l'une des architectes de l'Union des gauches autour du nouveau Front populaire. Merci d'être parmi nous ce soir pour ce nouvel apéro du Club de Vert. Merci à vous. Je dois vous dire que ma veste avait très envie de rencontrer Vert le média, et donc c'est ce soir. Voilà. Alors sur le compte Instagram de Vert, il y a une interview de la veste verte de Marine Tondelier faite par Gaëtan Gabriel. Ça n'a aucun sens, mais vous pouvez aller voir ça. Alors, Marine Tondelier, est-ce que vous avez le sentiment que l'extrême droite française mène effectivement en ce moment une offensive contre le réel comme presque jamais auparavant ? Ça paraît assez manifeste. Moi, je me rappelle très bien des moments... vous savez, l'extrême droite, c'est un parti un peu caméléon. Alors, c'est diffamatoire pour les caméléons, qui sont des animaux très sympathiques au demeurant, mais c'est-à-dire qu'ils essayent de prendre un peu la couleur locale. Ils sont adaptables à tout. C'est le propre du populisme et de la démagogie. Tu le mets à un endroit, il prend la couleur locale et il s'adapte. Et donc, je me rappelle qu'en 2014... Vous savez, quand ils ont pris la ville, c'était au moment où François Hollande était au pouvoir et ça ne se passait pas exactement bien. Et donc, sur ce territoire qui avait toujours été socialiste, le bassin minier du Pas-de-Calais, on avait un maire qui avait fini en prison avec 18 chefs d'inculpation. Donc, il y avait un petit terreau fertile et une petite place à prendre, et donc qui se revendiquait de Jean Jaurès. Il disait Jean Jaurès, à notre place, aurait fait ci, il aurait fait ça, Jean Jaurès voterait pour nous, les socialistes, nous sommes les héritiers du socialisme, on porte les vraies valeurs socialistes. Enfin bref, je vous passe les détails. Ça, c'était 2014. Parce que leurs adversaires étaient socialistes. En 2020, c'était moi la tête de liste. Et le RN, c'était devenu Greta Thunberg. Un truc de malade. C'est-à-dire que, comme c'était moi qu'il fallait contrecarrer, ils sortent... Exactement. C'est un portrait du maire d'Hénin-Beaumont, c'est pas Greta Thunberg.
il sort, en fait, il disait, l'écologie, vous en parlez, nous, on l'a fait. Et il sort ce magnifique programme pour les municipales 2020, alors que c'est un maire RN. Hénin-Beaumont, la ville jardin. Voilà, vous apprécierez. Et donc, c'était assez saisissant, parce que je disais, mais il se fout de moi, il y a 3 ans, il racontait l'inverse. Et là, maintenant, je me dis, il se fout de moi, il y a 3 ans, il racontait l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens changent d'avis au fur et à mesure de ce qui les arrange électoralement. Et voilà, on voit bien que cette petite parenthèse de 2 ans à être plus écologiste que les écologistes aura finalement duré fort peu longtemps. Et donc, ils portent une écologie qui est en fait de mettre des fleurs dans la ville. Bravo. De dire les oiseaux, c'est important. Ils ont même essayé de faire une alliance refuge LPO. Mais on voit bien que ça, c'est mon maire parce qu'il est dans une politique municipale où il veut démontrer ça. On voit bien quelle tendance, quel virage prend son parti. Et c'est quand même pour le moins inquiétant. Et c'est pas juste un truc en France. On voit bien au niveau européen que de toute façon, le Green Deal, le pacte vert européen, s'il avait été fait par des écologistes, il n'aurait pas été fait comme ça. C'est le problème. Quand l'écologie n'est pas faite pour des écologistes, en général, ils oublient des petits détails tels que la justice sociale. Et on sait bien qu'une politique environnementale qui n'est pas socialement acceptable, en fait, ne se fera pas à la fin. On l'a vu avec la taxe carbone. C'est l'écologie punitive, en fait. C'est l'écologie pas faite par des écologistes. Donc, il faut arrêter d'essayer à ne pas reproduire chez soi, vous savez, à ne pas reproduire sans professionnel. Voilà. Et donc, du coup, le RN, sentant monter cette grogne sociale, a dit, moi, voilà, on va prendre le truc en disant c'est toute la faute des écolos, ils sont nuls. Et donc, c'est une double peine pour nous parce que c'est pas fait comme nous, on aurait fait. Et à la fin, le RN et nos adversaires disent que tout est de notre faute, alors que c'était pas nous qui avions fait comme ça. Donc tout ça est quand même... on est passé dans la post-vérité plus avec des médias. Je vois que tu as aussi Pascal Praud, notre ami, qui relaye ça. Enfin, il n'est pas le seul, mais on voit bien à qui appartiennent les médias, quels sont leurs intérêts à la fin. Et on rentre quand même dans une ère un peu compliquée, avec un petit côté winter is coming quand même. Donc merci pour les médias comme Vert, parce que soutenir des médias indépendants, donc merci tout le monde, c'est hyper important pour permettre que ce ne soit pas que les milliardaires qui possèdent 90% des médias nationaux qui nous abreuvent de leur vérité, mais qu'on puisse garantir une information indépendante et essayer d'informer. Juste, voilà. Je ne dis même pas dans quel sens, pourquoi faire, juste informer au sens propre du terme, ce serait déjà pas mal. En 2017, vous avez écrit Nouvelles du Front, dont j'ai égaré mon exemplaire, donc j'aimerais bien vous le montrer. Voilà, et faites comme si je l'avais dans la main. Il est vert, indice. Il est tout vert, on peut le reconnaître facilement. C'est le récit de votre vie d'élu d'opposition à Hénin-Beaumont, donc cette ville dont vous êtes originaire et vous êtes dans l'opposition face au Front National puis Rassemblement National depuis 2014. Alors dans ce livre, vous racontez comment le maire Steve Briois et son équipe tordent souvent les faits qui n'iraient pas dans leur sens. Vous racontez la naissance d'une page Facebook anonyme qui est visiblement très très bien informée et qui tape sur tout le monde sauf le maire. Vous racontez aussi comment la Gazette municipale sert de véritable bulletin de propagande. Ce livre, il a été réédité en septembre 2024, donc il y a une toute nouvelle édition, c'est pour ça qu'on le trouve en librairie en ce moment. Et vous écrivez que le maire d'Hénin vous a accusé d'être en partie responsable des sabotages d'installation de la SNCF avant les Jeux Olympiques de cet été. Est-ce qu'on peut dire que l'extrême droite a un rapport extrêmement problématique au réel et que c'est même consubstantiel de son projet politique ? C'est surtout des gens qui ont du mal avec l'altérité de manière générale et pour qui tous les coups sont permis. C'est-à-dire qu'ils ont décidé qu'il fallait m'écraser, me faire partir. Alors après, quand ils ont compris que je n'allais pas partir, vu que pour le coup, j'étais née là et depuis plusieurs générations et que c'était chez moi et que je n'avais pas envie de partir, donc ils se sont dit, du coup, il faut la diffamer parce que vous savez, quand on diffame, il en reste toujours quelque chose. Et ce livre, il est sorti en 2017, mais là, on est en 2024 et c'est vrai que je pourrais écrire un tome 2, un tome 3 et un tome 4. On est à peu près au 120e numéro mensuel du journal municipal depuis leur victoire, 10 ans, 12 numéros par an. Et ce qui est vraiment très déroutant, c'est que tous les mois, donc il y a une pleine page qui est consacrée à moi, et j'imagine à chaque fois le comité de rédaction des 4 mecs, parce qu'évidemment ce sont des mecs qui se mettent autour de la table en disant qu'est-ce qu'on va pouvoir lui foutre dans la gueule ce mois-ci, tiens on reprend ça, parce qu'en fait c'est une forme d'économie circulaire, on peut leur reconnaître cette vertu écologiste. Et donc, il y a des articles que je pourrais écrire à leur place. Et donc, ce qui est très déroutant, c'est l'effet performatif. C'est-à-dire évidemment que ça se voit que c'est n'importe quoi. J'ai déjà fait des lectures commentées avec l'accent comme au théâtre et tout, version Fabrice Lucchini. C'est hilarant quand tu prends du recul. Mais sauf qu'en fait, c'est reçu sans recul. Je vous donne 2 exemples. Tous les 3 premières années du mandat, c'était, à chaque fois qu'ils écrivaient Marine Tondelier, ils écrivaient stérile et revancharde. Marine Tondelier, stérile et revancharde. Marine Tondelier, stérile et revancharde. Marine Tondelier, stérile et revancharde. Du coup, ils avaient collé ça dans la tête des gens, cette musique. Et un jour, je fais une campagne législative et puis
il y a sur le marché un mec, mais plutôt sympa, plutôt qui nous aimait bien. Puis il dit « Oh, c'est pas vrai, c'est vous Marine Tondelier. Ah, commencez, frigide et revancharde. » Je dis « Alors non, c'est stérile et revancharde. » Et vous voyez, pour vous montrer que les gens, ils retiennent, le cerveau humain, en fait, il retient la petite musique, il avait compris que ça avait un vague sous-entendu sexuel, et je me suis dit « Ah putain, ça va loin quand même. » Deuxième exemple plus récent, bon, vous savez que je suis secrétaire nationale des écologistes, et donc le grand jeu du RN, c'est de dire « elle n'est jamais à Hénin-Beaumont ». Alors quand j'étais là, ils disaient que j'étais un emploi fictif parce que j'étais trop à Hénin-Beaumont, et maintenant j'y suis plus, enfin de toute façon ça ne va jamais avec eux. Et puis je croise, donc je vais conduire mon fils qui a 5 ans, qui est au CP, donc il va à l'école, il y a ma maison, la mairie, l'école, à 5 minutes à pied, je passe devant la mairie pour le conduire. Donc il voit quand même que je passe, mon conjoint est entraîneur au club de triathlon local, mes parents sont là, mes 4 grands-parents habitent encore là, enfin ils savent bien que je suis là quand même. Mais ils ont décidé de raconter tous les mois que je ne suis jamais là, que je suis une bobo parisienne, que j'ai un logement de luxe à Paris. Donc mon logement de luxe, c'est mon bureau du local des Verts à la gare du Nord, où j'ai mis un lit en fait au-dessus. Donc vous verriez la tronche du truc, vous ne seriez pas déçus. Mais donc il raconte, elle a un logement de luxe à Paris, elle déteste cette ville, enfin son rêve, elle n'y met plus les pieds, etc. Bon, sauf que j'ai quand même mon fils, mon mari, enfin bref. Et je croise ma voisine la fois dernière, c'est une personne âgée qui habite au coin de la rue et qui me dit « Ma, bah, vous êtes revenue ?» Alors je dis bah, « Je suis revenue de où ?» Elle dit bah, « Vous aviez déménagé ?» Je dis bah, « Où ?» Elle fait « Bah, à Paris. » Je dis bah, « Enfin, je suis votre voisine. » Elle dit « Bah ouais, ça me paraissait bizarre aussi. » Mais elle me dit bah, je dis bah, « Pourquoi vous avez écrit ?» Elle dit « Bah, c'était écrit. » Alors je dis « Mais c'était écrit où ? Dans le journal du maire ?» Elle fait « Bah oui, mais c'est imprimé. » Bah oui, mais c'est pas pour ça que c'est vrai. Ah ouais, mais comme c'était écrit, ça m'a mis le doute. C'est-à-dire que la dame, elle me voit quand même passer avec mon fils, on se dit bonjour tous les lundis matins et tout, mais elle voit que j'habite plus là, donc elle dit bah c'est écrit, elle habite plus là. Et donc il y a un truc quand même très performatif. Et moi j'ai vu Steve Bannon, vous savez le conseiller com de Trump, il était venu au congrès du RN en 2017 à Lille, et ce jour-là j'ai tout compris. J'ai dit ok, en fait Trump ça apparaît plus loin par rapport à ce que fait mon maire dans ma ville, mais en fait c'est ça l'inspiration, c'est ça la logique, c'est mentir en se disant qu'à un moment il y a une permanence rétinienne des trucs, et vraiment j'étais très sidérée du fait que on vous le raconte là en théorie, vous dites oui, bon les gens quand même ils lisent, mais en fait il y a vraiment une permanence rétinienne, et j'ai retenu cette force parce que je sais que moi par exemple je ne serai jamais maire d'Hénin-Beaumont, je l'ai compris depuis bien longtemps, 10 ans de diffamation tous les jours, et là, petit scoop, alors je sais que tout est filmé, tout ça, donc c'est des scoops qui ne sortiront pas de Twitter, n'est-ce pas ? Mais il n'y a plus personne sur Twitter dans cette salle, ça ne sortira pas de Blue Sky, de Mastodon et d'Instagram. Mais bon, il y a des journalistes qui font un portrait de moi et qui m'ont demandé à venir une journée à Hénin hier, qui vont chez mes grands-parents, et donc mes grands-parents, voilà, ils sont âgés, ils reçoivent un journaliste, c'est l'épisode de l'année, quoi, dans leur maison, et qui disent, bah oui, nous, notre petite fille, on est fiers, nanana, elle se bat. Puis il dit, mais il n'y a pas les gens des nains, ils disent quoi ? Puis il y a ma grand-mère qui dit, c'est vrai que toutes mes amies disaient quand même, elle était trop virulente avec le maire, alors que lui, il faisait bien pour la ville. Et je me suis dit, mais même ma grand-mère, il y a ses copines qui lui dit que j'étais désagréable. Alors je dis, mais mamie, c'est vrai que le maire, lui, est très agréable. Oui, mais il fait pour la ville. Et donc voilà, c'est un truc qui est assez... je pense qu'on doit toujours apprendre de ce qui marche aussi. Et la conclusion de cette affaire, je ne dis absolument pas qu'il faut faire comme eux, on en reviendra peut-être après sur les méthodes qu'il faut employer et tout ça. Moi, je trouve que quand vous faites un combat de boue avec un cochon, même si vous devenez... Ce qui arrive souvent aux Parisiens qui sont dans la salle. J'adore les métaphores animalières, vous constaterez. Et donc, si vous faites un combat de boue avec un cochon, même si vous devenez très très fort, la différence entre vous et le cochon, c'est que le cochon, lui, il prend du plaisir. Donc en fait, vous ne gagnez... J'ai perdu la dame au deuxième rang là-bas, sur cette image. Mais vous ne gagnez jamais. Vous ne gagnez jamais vraiment. C'est-à-dire que vous avez choisi le terrain de jeu de votre adversaire, ses méthodes, ses valeurs ajoutées, et donc vous finissez très sale et couverte de boue, même si vous avez gagné le combat. Et donc il y a un truc sur les méthodes, mais je ne suis pas pour prendre leurs méthodes, mais je suis quand même pour qu'on ait conscience que parfois chez les écolos, je m'inclus dedans, on a tendance à dire oui, nous on n'aime pas la présidentielle, on n'aime pas la 5e République, on n'aime pas la com, on n'aime pas Twitter, on n'aime pas CNews, on sélectionne, vous savez, tous les endroits où on ne veut plus parler. D'ailleurs, on finit comme un ours polaire sur la banquise, ça se rétrécit. Je ne vais plus parler que vers le média et reporter, comme ça on sera bien. Donc il y a un côté, on joue les matchs de tennis mais avec des raquettes de ping-pong et avec les règles du squash, quoi. Parce qu'on trouve que c'est le monde qu'on voudrait et tout ça. C'est vrai que dans le vrai monde, il y a quand même des méthodes de com très très performatives, et je n'ai pas la réponse à la question que je pose, mais voilà, je pense que c'est un chantier qui s'ouvre à nous quand même.
Alors j'ai découvert en préparant cette interview que vous pratiquiez le trail, notamment à Hénin-Beaumont. Et le squash et le ping-pong, pas du tout, par contre. Donc le trail, on voit bien la métaphore de la vie politique, hein, c'est très long, c'est pénible, il y a des terrains difficiles, la météo est changeante. Est-ce qu'à Hénin-Beaumont, vous avez été obligé de vous mettre à la boxe thaï aussi ? Non, parce que je suis non-violente. Ah, ok. Mais ce que j'aime beaucoup dans le trail, moi j'ai grandi entre trois terris, donc c'est dans le bassin minier du Pas-de-Calais, et vous savez, dans le trail, il y a vraiment ce côté, ça joue au mental. Moi je suis complètement nulle, je ne m'entraîne pas, je suis nulle, je suis toujours dans les dernières, mais je choisis toujours, astuce pour débutants, des trails où il y a 2 distances. Genre il y a 15 et 21, moi je fais le 15, et comme c'est le même parcours, je suis dernière de ma course du 15, mais je ne suis pas dernière dans les faits. Il y a toujours des gens avec moi qui disent « Allez, n'abandonne pas ». Et j'ai dit « Non, je n'abandonnerai pas ». C'est comme ça que je me suis formée politiquement aussi, vous voyez. Et donc, du coup, voilà, il y a un côté où ça se joue au mental. Et je pense que c'est comme ça que j'ai travaillé, pour le coup, ma détermination. Et que ça a servi quand il n'a pas fallu dormir pendant une certaine semaine du mois de juin 2024. Mais alors justement, autrement dit, ma question c'était aussi comment est-ce qu'on fait pour ne pas craquer et jeter l'éponge quand on subit moqueries, intimidations, toutes sortes de violences verbales et en fait psychologiques au conseil municipal, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait que vous vous tenez et vous vous dites pas, parce qu'en plus c'est un mandat qui est bénévole, conseiller municipal d'opposition à Hénin-Beaumont, vous pourriez décider de faire autre chose et de peut-être d'aller dans une ville où c'est moins la guerre contre vous. Qu'est-ce qui vous fait tenir ? Alors, je pense que c'est ce qu'ils se sont dit, que j'allais finir par craquer, aller faire autre chose. Moi, j'étais vraiment pas du tout quelqu'un de spécialement ni courageux, ni extraverti, ni rien du tout. J'avais j'étais pas du tout préfigurée pour faire ça. Mais au premier conseil municipal, donc c'est quand même bizarre, parce que moi j'ai 25 ou 26 ans, on me dit de venir sur la liste, donc c'est le maire sortant, pas celui qui est en prison, celui qui est en prison. Il y a un maire entre les deux qui fait ce qu'il peut, franchement c'est horrible, c'est la ville la plus déficitaire de France, les impôts augmentent de 85% sur injonction préfectorale, il n'y a plus d'argent pour mettre des fleurs dans les bacs à fleurs ou de papier dans les photocopies, enfin c'est la crise quoi. Et donc pendant 4 ans, il fait les nettoyages des écuries d'Augias, 12 travaux d'Hercule. Évidemment c'est très ingrat. Et donc... nous, chez les Verts, on se dit allez, on va le soutenir quand même, c'est horrible. Et donc, il perd au premier tour à 35 voix, il n'y a pas de deuxième tour. Et donc, moi, je suis deuxième de sa liste. Et donc, je vis ce truc où il n'y a même pas de deuxième tour, quoi. C'est pas tu vas donner tout entre 2 tours, remonter, machin truc, comme là, aux législatives, il n'y a pas de deuxième tour. Clac. Et donc, le week-end où tout le monde prépare son deuxième tour, notamment les copains à Grenoble qui finissent par gagner la ville en 2014, nous, on est au conseil d'installation du maire RN, avec Marine Le Pen, tout ça est lunaire. Et je me rappelle me dire... Est-ce que je prends la parole ou pas ? Et je me dis, cocotte, si tu ne te jettes pas à l'eau, tu vas passer tout le mandat sur le bord du bassin à pas oser plonger, en fait. Et donc je me dis, il faut se jeter à l'eau, tu vas te prendre 3 tartes, tu vas être là, paf, mais tu vas le faire à chaque fois. Et donc il y avait ce truc où le maire, ça le rendait dingue que j'intervienne, et donc il coupait le micro, donc du coup il criait, il coupait le micro, du coup je devais crier aussi pour qu'on m'entende, puis il disait, elle est hystérique, enfin bref, la boue, le cochon, tout ça, vous avez compris. Et au bout de quelques conseils, donc je deviens très forte au jeu de crier, machin truc, tout le monde elle est vraiment très hystérique là parce que elle n'arrête pas de crier, je me laisse pas faire, je finis mes interves. Et puis à un moment, vraiment de manière très intuitive, c'est pas un truc que j'avais préparé, le maire, il pète un plomb parce que je suis un peu pénible et donc je dis les frais de représentation, vous savez les notes, les frais de bouche, machin truc, ont augmenté. Donc je dis qu'est-ce que vous faites ? Et on peut savoir dans la mairie et tout. Et il s'énerve en disant oui, je n'ai jamais quitté le territoire national, je sais pas quoi. C'est comme s'il faisait des voyages dans le monde. Non, c'est bien qu'il est maire d'Hénin-Beaumont. Et il se trouve qu'à l'époque il était aussi député européen. Et qui dit je n'ai jamais quitté le territoire national. Je dis c'est pour ça qu'il vous cherche à Bruxelles parce que figurez-vous qu'il y a votre siège qui est toujours vide. Et donc là, mais je le dis vraiment comme ça, et alors là, il est sec, puis toute la salle se marre comme vous venez de faire, sauf que c'est la salle de ses soutiens. Donc il se retourne comme ça, puis il fusille du regard tout le monde. Et je dis, tiens, on vient de déstabiliser Pépère juste avec une blague. Et c'est là que je me suis dit, en fait, l'humour, la dérision, ça peut avoir plus de force que crier et rentrer dans leur jeu, parce qu'en fait, à ce jeu-là, ils sont forts, et c'est le jeu auquel ils jouent tout le temps. Par contre, tout ce qui est second degré et tout, là, on les perd direct. Et d'ailleurs, petite anecdote, sachez-le, c'est un peu ma honte en ce moment, donc je le raconte à tout le monde pour essayer d'expier je sais pas, j'ai besoin d'en parler, donc vous faites un peu mon psy ce soir. J'ai lu le livre de Jordan Bardella. Oui. Non mais attendez, c'est pas fini, ça ne fait que... Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont lu le livre de Jordan Bardella ? Ouais, et vous auriez dû, voilà. Non, on n'a pas un et public donc, masochiste. Non mais attends, c'est pas du tout fini, c'est le début de la honte. Dans ce livre, il dit qu'en gros, il croise beaucoup de politiques, sectaires, machin truc, que les gens sont désagréables avec lui. Oui, Jordan, pour être aimé, faut être aimable. Et il dit, sauf, il y en a quelques-uns qui quand même, en gros, éteignent les caméras, sont un peu humains. Et il dit notamment Marine Tondelier, qui, aux rencontres de Saint-Denis, vous vous rappelez quand Macron il avait fait les trucs avec les chefs de parti, il dit,
elle m'a lancé un sourire charmeur. Donc... Comment lui résister en même temps? Donc, ce moment où je lis ce livre est très gênant. Car je me dis, mais Jordan, de quoi parles-tu? Et je me refais toute la journée, la soirée, ça avait duré 13 heures. Donc, il se peut qu'à un moment, effectivement, j'ai souri, car c'est mon naturel, figurez-vous. Et je me dis, en fait, le pauvre, personne ne lui sourit jamais. À mon avis, dans son parti, tout le monde fait une tête comme eux, quoi. Vous voyez, donc ils sont là, comme ça, toute la journée. Et là, il était pas prêt, en fait. Il a vu une personne souriante, donc il s'est fait un film, quoi. Et ce qui est triste, c'est qu'il le raconte comme une conquête dans son livre. Donc j'étais vraiment très déstabilisée. Donc je me dis, le truc, l'humour, le sourire, la joie, tout ça, ils ne sont vraiment pas prêts. Et donc, usez-en, abusez-en, ça les désarme totalement. Et en plus, c'est bon pour la santé. Mais faites attention quand même. Je vois qu'il est très déstabilisé, il ne se remet pas de cette anecdote. Vous m'avez fait un sourire tellement charmeur en même temps, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Non, alors l'humour, on ne pourrait pas être plus d'accord à Vers sur le fait que c'est une arme effectivement de destruction massive. Mais quand on vous insulte comme ça dans le conseil municipal, est-ce qu'il faut rester droit dans ses bottes? Est-ce que vous faites une méditation? C'est quoi le... Parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui ont subi ça quand on était jeunes à l'école, peut-être que même dans votre travail, ça vous arrive encore. Comment on fait quand des gens nous veulent vraiment du mal et qui sont en face de vous en train de... Parce qu'on ne peut pas faire une blague à chaque fois, surtout quand on vous coupe le micro. En fait, si. Parce que... alors la répartie, ça s'apprend. Et moi, je remercie mon frère et ma sœur qui, toute mon enfance, m'ont fait des vannes. Tous les repas, le matin, le midi, le soir, festival de la vanne. Donc ça forge une certaine répartie aussi. Mais je pense vraiment que... Enfin, moi, j'ai eu un truc de détermination à un moment où j'ai senti qu'ils voulaient tellement me faire craquer, ils étaient méchants. Et je me suis dit, mais alors toi, mon pépère, je ne te lâcherai jamais. Peut-être que pour plein de raisons, j'aurais pu avoir quitté cette ville, par amour, pour le travail. Mais finalement, j'ai trouvé du travail en fonction d'Hénin Beaumont. Mon mec est fini par venir habiter à Hénin Beaumont. Il mérite, oui, la Légion d'honneur. Parce que vraiment, moi, je lui disais, c'est chez moi. Donc voilà, mais c'est pas ta guerre. Je ne te demande pas de venir dans cette affaire. Reste dans ta vie. Et puis... aux 2 ans de notre fils, j'ai dit quand même, c'est vrai que si tu veux venir, tu peux, en fait. Voilà. Et finalement, tout le monde est très heureux. Mais je me suis dit à un moment, toi, mais regarde-moi bien, parce qu'au petit combat mental qui vient de s'engager entre nous, je ne perdrai pas. Donc, je gagnerai peut-être pas l'élection, mais par contre, je serai toujours là. Et je pense que j'ai développé cette capacité à me dire, en fait, je vais faire autrement. Je pense qu'il y avait vraiment un truc d'emprise, c'est-à-dire que c'est des gens qui veulent... Moi, ils ont fait des trucs, par exemple, quand j'étais enceinte, il y a un conseil... Les conseils municipaux, c'est public. Les commissions, t'es tout seul. Toute seule, en l'occurrence. Je me rappelle être enceinte de 5 ou 6 mois, avec mon ventre comme ça, et j'arrive, et puis, je sais pas quoi, ils avaient recruté le tête de liste de la ville à côté, Rennes, pour surveiller. Vous savez, ils avaient installé 150 caméras de vidéosurveillance, mais ils faisaient de la vidéosurveillance éthique. Alors là, laissez-moi bien me marrer. Quand le mec te dit ça, déjà, vu qu'il te le dit, t'as aucune confiance. Et je dis, mais vous pouvez me confirmer l'information que je viens d'avoir des syndicats, que c'est le tête de liste de la ville Rennes d'à côté qui est payé pour surveiller les images de la vidéoprotection toute la nuit au commissariat? Ça me paraît un peu bizarre. Oui, vous discriminez pour quelqu'un pour des raisons politiques. C'est comme si vous disiez, est-ce que vous avez embauché un arabe au service des sports? Non, absolument pas. Et donc, ils mettent l'autre crier. Parce que moi, j'enregistrais, en fait, parce qu'ils criaient tellement fort. J'ai dit, si je me fais agresser, je sais pas. Elle enregistre, c'est interdit, je saisis un huissier de justice, le procureur, machin truc. Ils prenaient sous le téléphone. Quelqu'un va venir chez vous cette nuit pour une déposition. Ils disaient n'importe quoi, mais c'était vraiment de l'intimidation. Et à un moment, je dis, mais ça va, les 5 mecs là contre moi, vous en voulez un 6e? Oui, nous sommes des hommes blancs, on sait que tu aimes ça. Là, on est 6, on peut être 7. Et vraiment, ça n'avait plus aucun sens. Et je sors et il y a une élue RN qui dit, franchement, j'étais pas très à l'aise. Je dis, franchement, je m'en fous. C'est-à-dire qu'il fallait le dire dans la réunion, quoi. Si vous êtes mal à l'aise, vos second thoughts en sortant, je m'en fous un peu, quoi. Mais je me rappelle, je rentrais chez moi, ils disaient, mais en fait, ils veulent vraiment... Ce qu'ils veulent, c'est que comme le conseil municipal est le lendemain à 9h, ils veulent que toute la nuit, tu sois là. Est-ce qu'il y a vraiment un huissier qui va venir chez moi? Enfin, il y avait un truc d'emprise. Et le fait d'avoir écrit le livre, par exemple, a beaucoup contribué à lever cette emprise. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que tu écris, tu déposes les choses, tu les mets à distance, tu te rends compte qu'en fait... ça ressemble à un mauvais polar, quoi, parfois. Donc tu dis, en fait, ça n'est pas moi le problème, parce que des fois, tu doutes, quoi. J'étais vraiment emplie de doutes tout le temps. Je me rappelle d'avoir fait aussi, j'étais invitée dans beaucoup de colloques, par exemple, les Verts européens m'invitent à Vienne, il y avait tout un colloque avec des gens qui luttaient contre l'extrême droite partout en Europe, des écolos, et de comparer les histoires, tu te dis, ouais, en fait, ils sont comme ça partout.
Et les choses que je vivais, où il y avait Erwan Lecoeur aussi qui travaille beaucoup sur l'extrême droite, j'ai fait des conférences avec lui. Lui, il mettait de la théorie. Il expliquait, par exemple, qu'il avait travaillé, vous savez, les livrets de formation du RN, comment ils sont formés, ce qu'on leur demande de faire. Et je me disais, ah ok, ceci explique cela. Et moi, je faisais la pratique derrière. Donc voilà, j'ai appris à mettre à distance, à comprendre, même à me dire, mais en fait, leur vie doit être tellement triste, parce que je me suis dit, quand on est méchant comme ça toute la journée, ça doit être très très fatigant quand même. Je sais pas, je disais, imagine le destin du gars, plus t'es méchant, plus tu dois être méchant, parce que quand tu règnes par la terreur, ça doit continuer tout le temps. Donc j'ai appris à ne rien envier d'eux. Et puis, ce que j'ai fait aussi, c'est que chez les Verts, c'est un parti qui m'a énormément soutenu, je le dis vraiment, parce que des fois on dit les partis politiques, gna gna gna, ou je sais pas quoi, les Verts, ils se disputent toujours entre eux. Moi, j'ai bénéficié d'un soutien absolu de mon parti tout le temps, y compris des gens qui voyaient les lives sur Facebook et qui m'appelaient en sortant en disant Marine, comment ça va, enfin, énormément de bienveillance et de soutien. Et quand j'ai commencé à monter un peu les échelons du parti, j'avais un projet qui me tenait à cœur. J'ai créé un groupe qui s'appelait Militer dans l'adversité, où en fait, c'était tous les gens qui étaient un peu dans des villes compliquées. Genre, j'avais une collègue qui était à Boulogne-Billancourt. Enfin, je vais pas faire un concours parce que franchement, il y en a beaucoup des villes en France où c'est compliqué. Et on se faisait un petit groupe de parole. Donc, c'était un peu, vous connaissez le site Vie de merde. Il y avait un peu un côté comme ça où on faisait le petit tour, tout le monde se présentait avec sa pire anecdote et il y avait un petit concours du plus gros somme. Et après, on leur faisait des cours. J'avais une copine de Douai qui faisait des cours un peu de sophrologie et qui disait, moi, je vais vous offrir une boîte à outils. Alors, le premier jour, elle a fait l'airbag anti-stress. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la sophro, mais c'est-à-dire qu'elle apprend. T'as un truc qui te percute, ça peut être au conseil municipal, ça peut être autre chose, et donc tu apprends à, voilà, ça glisse, je sais pas quoi, comme une poêle Tefal, tu as cet airbag, tu tiens, enfin, c'est des méthodes de visualisation, en fait, tu t'ancres, tu laisses tomber, enfin, je le fais très mal, d'ailleurs, je suis en train de raconter n'importe quoi, donc je ne suis pas assermentée pour ce genre de formation. Mais je me rappelle qu'à la deuxième séance, je commence en disant genre, est-ce que ça vous a aidé la fois dernière? Et il y en a une, elle me fait, oh, mais moi, ça m'a même servi avec mes enfants et tout, c'est génial. Et vous voyez, c'était des petits outils qui permettait tu vis la même violence, mais tu limites l'impact que ça a sur toi. Et ça, vraiment, en fait, ça s'apprend. C'est ça que j'ai appris, et je pense que vous avez capté que je ressemblais quand même pas beaucoup aux autres politiques, et c'est un truc que je revendique. Moi, je travaille pas avec des communicants, des experts de machin truc, qu'à la fin, tu uniformises et tu deviens tout comme les autres, et je pense que je suis incapable d'être autre chose que naturel. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de bosser des techniques, par exemple, de sportifs de haut niveau. Toi, tu parlais de haut niveau, ton de lien, donc tout va bien. Mais vous voyez, des trucs sur la concentration, sur faire la différence entre terrain de jeu en dehors, sur savoir laisser sur le tatami le truc. Et après, enfin, j'ai l'impression d'avoir essayé de m'approprier beaucoup de ces techniques, et c'est des choses que j'ai appris au fur et à mesure. Et pour finir sur un truc qui les énerverait beaucoup s'ils m'entendaient, donc j'ai très envie de le dire, c'est qu'en fait, je les remercie. Parce qu'en fait, je me dis si j'avais cherché un coach qui m'apprenne tout ce qu'ils m'ont appris, qui me fasse vivre tous ces stress tests, je n'aurais jamais trouvé, où ça m'aurait coûté très cher. Et eux, ils y ont contribué gratuitement. Donc voilà, les meilleurs coachs dans l'adversité ever. Et à chaque fois qu'ils ont voulu me faire craquer, en fait, ils ont créé quelqu'un à la fin, je pense, de très très fort là-dedans. Mais c'est vraiment stress test après stress test, et c'était d'excellents coachs. Donc voilà, c'est ma manière de leur rendre hommage ce soir. Tous ceux qui applaudissent sont invités, bien sûr, à venir au conseil municipal d'Hénin-Beaumont. Oui, où généralement il n'y a que des militants. Je partage, je suis très partageuse. Vous racontez qu'il n'y a que des militants du FN, du RN, qui parfois font des dizaines, voire des centaines de kilomètres pour venir foutre la merde dans les conseils municipaux. Alors ça, ils ont arrêté. Ah, ils ont arrêté, d'accord. Parce que, il faut le tome 2 du livre. Donc j'ai pas imaginez quel militant RN est prêt à faire 150 bornes pour venir au conseil municipal. C'était quand même les gros bourrins. Et moi, je me rappelle d'un conseil municipal où il y avait tellement de monde où j'étais assis. C'est comme si j'étais à la place de la dame et le gros bourrin, c'était la dame derrière. Vous n'êtes pas un gros bourrin, madame, évidemment, c'était un exemple. Et je sentais son souffle dans ma nuque, quoi. Donc c'était moyennement agréable. Et il a passé tout le conseil à dire socialope, et dès que je parlais, nul, pendant 6 heures. Et donc à un moment, je disais, mais excusez-moi, qui est cet homme? Alors en plus, il était. Enfin, je sais pas quoi, il y avait des révélations qui étaient sorties sur lui. À un moment, j'avais dit, ah bah tiens, c'est le mec qui m'insulte à chaque conseil. Et en fait, le RN, ils ont compris que ça leur portait pas trop bonheur et que ça donnait pas. Tu peux pas vouloir être le gendre idéal parce que c'est un peu l'image qui se donnait et ramener tous tes copains bourrins de la région. Donc ça, par exemple, ils ont arrêté. Dommage. J'aurais peut-être fait un sourire charmeur à force. Alors, on entend de plus en plus ce discours en ce moment qui consiste à dire qu'aujourd'hui, il faudrait parler d'écologie avec tout le monde, que c'est un sujet qui transcende et qui dépasse la politique partisane. Est-ce qu'il faut que l'extrême droite s'empare effectivement de l'écologie,
ou est-ce que son ADN même est anti-écologique? En gros, est-ce qu'on serait bien barré avec le RN au pouvoir, mais qu'on aurait un petit peu verdi, ou est-ce qu'il ne faut surtout pas faire ça? Ah oui, il ferait le localisme, il ferme les frontières, il n'y a plus que des circuits courts parce qu'on est tout seul, tout ça, peut-être, je ne sais pas. Ou alors il ferait du commerce international qu'avec les pays RN. On ne sait pas. Non, mais le moment où vous me dites qu'il faut faire de l'écologie avec tout le monde, tout ça, je ne sais pas, c'est le moment où j'ai envie de vous parler de Michel Barnier quand même un peu. J'ai le droit? On va en parler. On va en parler après. Pas tout de suite. Alors, on peut en parler maintenant. On peut en parler maintenant? Si vous voulez. De toute façon, on a déjà un quart d'heure de retard, là. Tout est open à ce stade. Alors j'avais briefé Marine Tondé, j'avais dit si on peut faire des réponses courtes parce qu'on a beaucoup de sujets à voir. Et tu m'as parlé de Jordan. Je suis autant spectateur que vous. Je peux pas faire Jordan Bardella en cours, tu vois. Donc Michel Barnier. Michel Barnier, juste pour vous dire ce qui a été déroutant sur ce coup-là, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup de préjugés sur les écolos, notamment on est sectaire, on n'est jamais content. Et le moment qui m'a vraiment, ça m'a flingué, je crois que j'en avais un peu marre de tout ça à ce moment-là. Michel Barnier, au bout de 17 semaines de faux suspense, vous vous rappelez du président qui fait une dissolution, après il dit « Ah non, mais moi en juillet-août, je ne peux pas changer de Premier ministre, c'est irresponsable, il y a les Jeux Olympiques. » Mais pourquoi tu fais une dissolution alors? Il fait une dissolution, mais il ne peut pas changer de Premier ministre. Bah, fais-nous tous gagner du temps, on avait autre chose à faire, nous, cet été. Au bout de 17 semaines, il fait Michel Barnier. Et là, les journalistes, enfin, je fais des interviews, et les questions, c'était tout le temps « Bah alors, vous êtes contente ?» Pourquoi? Bah, Michel Barnier, il est quand même écologiste. Alors, je dis, pourquoi? Bah, par rapport aux autres. Ah oui, par rapport aux autres. Il me disait, apparemment, ce serait le Premier ministre le plus écologiste de tous les premiers ministres de la Ve République. Certes, la barre était quand même pas très haute. Et donc je leur dis, bon bah oui, mais le problème, vous savez, c'est que c'était quand même en 1992, enfin là, il s'est quand même passé des trucs, le budget, tout ça. Oui, non, mais vous allez voir. Premier, vous vous rappelez de la passation où il dit, il y a la dette financière, ouais, ça on voit bien, puis il dit, puis il y a aussi la dette budgétaire. Les journalistes. Dette écologique. La dette budgétaire et la dette écologique. Et là, les journalistes. Ah bah alors là, vous êtes obligés quand même d'admettre qu'il est écologiste. Bah pourquoi? Bah il a dit la dette écologiste, c'est révolutionnaire. Non, en fait, il a dit 3 mots. Détendez-vous. C'est-à-dire qu'à la limite, en 1992, quand il était ministre de l'Environnement, il aurait dit il y a une dette environnementale, tout le monde aurait dit waouh, un nouveau concept et tout. Mais là, on est quand même en 2024. C'est-à-dire que les mots, on s'en fout, il faut des actes. Et surtout, la dette écologique, ça n'a aucun sens. Aucun. C'est-à-dire que la dette budgétaire, on voit bien, ça a vocation à être remboursé, tout ça. La dette écologique, enfin, une espèce qui disparaît, elle ne va pas revenir. Ça ne se rembourse pas. Jurassic Park, ça n'existe pas. Une limite planétaire qui est déplacée, c'est irrémédiable. Chaque dizaine de degrés de réchauffement global climatique, c'est pris, en fait. C'est trop tard. Donc ça n'a en plus aucun sens. Et vous voyez, à ce côté, quand même, des journalistes. Je ne pas le rapport avec ma question, mais. Si, non, mais c'est pour vous dire que, en fait, quand tu dis est-ce qu'il faut faire de l'écologie avec tout le monde, est-ce que quand même. En fait, j'ai l'impression qu'on peut toujours projeter. Tout le monde peut se prétendre écologiste. Enfin, d'ailleurs, tout le monde le fait. Les chasseurs, premiers écologistes de France. Les agriculteurs, premiers écologistes de France. Tout le monde veut être nous. Bah, écoutez, c'est tant mieux. C'est peut-être le début de la bataille culturelle. Si personne voulait être nous, là, peut-être que je m'inquiéterais. Tout le monde veut se prétendre écologiste, y compris l'extrême droite. Mais le problème, c'est pas ce qu'ils prétendent, c'est ce qu'ils font. Moi, quand on me dit parfois pourquoi l'écologie, ça ne peut pas être de droite, question pareille qu'on vous a sûrement posée 15 fois. Mais moi, des personnes, et c'est le cas de l'extrême droite, qui dans leur hiérarchie mentale de qui est prioritaire sur qui, mettent tout en haut, ah oui, ils aiment bien les animaux, donc ils mettent les Yorkshire, les bébés Yorkshire, les dauphins, les bébés dauphins, et puis tout en bas, quoi? Les baleines. Ah bah ouais, ils ont mis une banderole Paul Watson sur la mairie à un moment-là. Je crois que c'est grâce à moi, Greta Thunberg, je vous avais dit. Et donc il y a les Yorkshire, les bébés Yorkshire, les dauphins, les bébés dauphins, et puis tout en bas, les homosexuels, les migrants, les racisés. Enfin, ça marche pas. En fait, qu'être écolo, l'écologie, c'est ton rapport à l'écosystème. Et donc quand tu veux protéger le vivant, tu veux pas protéger juste le vivant de Brigitte Bardot, en fait. Tu dois protéger tous les humains. Et tu peux pas dire, ah non, tout ce qui a Calais, je m'en fous complètement. Gaza, je m'en fous, tout ça. Ah, l'Ukraine, c'est bon, ils sont un peu catholiques, ok. Enfin, ça n'existe pas. Donc pour moi, consubstantiellement, ça ne peut pas exister. L'écologie d'extrême droite, je vois bien le truc, l'écologie intégrale, les pro-life, enfin, je vois toutes les dérives qu'il peut y avoir derrière ça, mais l'écologie politique, dans ce qu'elle a toujours véhiculé, ce n'est pas, juste pas compatible avec l'extrême droite. Donc je suis désolée pour eux, ça ne marche pas. Alors, puisqu'on parle d'écologie et d'extrême droite, on va jouer un petit jeu. Vous allez pouvoir enfin utiliser...
notre outil high-tech avec Pascal Praud en rouge d'un côté et Greta Thunberg en vert de l'autre. Ça ferait un joli cadeau de Noël. On a un stock, hein, si jamais vous voulez en offrir à mais votre je vais famille. faire ça à mon repas de famille. À Noël. Alors, est-ce que cette phrase a vraiment été dite? Si cette phrase, selon vous, a vraiment été dite, vous me montrez Greta Thunberg. Et si cette phrase n'a pas vraiment été dite, vous me montrez Pascal Praud. Ah, c'est pas des phrases que eux ont dites. Non, mais en fait, c'est côté rouge-vert. On va voir après. Voilà. Donc, si c'est rouge, ça n'a pas été dit. Si c'est vert, ça a été dit. OK? Je sais que ça fait beaucoup d'informations à cette heure-ci, mais voilà. Alors, est-ce que cette phrase a été dite? Il y a une folie de croire que nous, les hommes, puissions influer sur le climat. Ouais. Oh, bah oui, mais parce que je monte pour... Bah bref, Donc, ça vous savez qui l'a dit, parce que c'est tout récent. C'est Trump. C'est Pascal Praud. Ah, c'est Pascal Praud. Mais ça aurait pu être Trump, je suis sûr qu'il l'a dit. Il a bien dit que Kamala Harris avait fait exprès d'être noire pour des raisons politiques. Vous savez que cette phrase, j'y repense la nuit tellement ça, je me dis c'est magique. Est-ce que vous pouvez nous prouver le contraire? Bah non. Voilà. C'est QFD. Okay. Le réchauffement climatique est une arnaque créée de toutes pièces par les fabricants de trottinettes électriques. Est-ce que cette phrase a été dite? Ah, c'est un peu plus mitigé. Non, c'est tout à fait une phrase née de mon imagination malade. Voilà, mais tu viens de la dire. Ah oui. Je ne nie pas la part humaine du réchauffement, je dis simplement qu'elle n'est sûrement pas déterminante parce qu'il y a eu des hommes sur la planète très peu de temps sur l'existence de cette planète. Ok, vous l'avez. Il y a un Pascal Praud tout seul là-bas. Il y a une personne qui a eu faux dans la salle, c'est madame. Je propose qu'on le regarde de travers et qu'on le juge. Et alors, vous regardez derrière, mais c'était vous, alors vous n'avez pas levé dans le bon sens. Est-ce que vous savez qui a dit cette phrase? Michel Onfray, absolument. Alors, la bombe atomique, Michel, belle performance. La bombe atomique, ça fait 80 ans qu'on l'a et elle pourrait détruire 3 fois la planète, donc je suis pas sûr que l'argument de la durée soit extrêmement pertinente, mais voilà. Je vais laisser méditer Michel Onfray là-dessus, comme sur le reste. Alors, Anne Hidalgo, et on est sous son saint patronage ce soir, puisqu'on est à l'Académie du climat, Anne Hidalgo se sert du mensonge climatique pour grand remplacer la population parisienne de souche par des escrolos bobos khmer verts tofu alliés. Tofu alliés? Alors... Ok, non, c'est vrai, ça n'existe pas cette phrase. Par contre, j'espère que vous allez utiliser tofu allié à partir de maintenant. Parce que... Toi aussi, tu pourrais écrire les tribunes du journal municipal des Nains-Beaumont. Je te sens très inspiré. Malheureusement, j'ai du boulot grâce à toutes les personnes qui soutiennent Vert dans la salle, mais si vous arrêtez de me soutenir, j'irai vers là-bas ce qui se passe. Les univers, alors attention, celle-là est un peu technique. Les univers sont en interaction, ce sont des hypothèses quantiques, mais qui sont vérifiées, et on se dit... Vous ne pouvez pas imaginer que le réchauffement climatique, c'est très long, vous ne pouvez pas imaginer que le réchauffement climatique soit à mettre en relation avec le fonctionnement d'un univers en tant qu'il est en relation avec le fonctionnement des plurivers. Pardon. Et là, on nous répond, c'est Jean-Claude Van Damme. Mais pas du tout, mon garçon, c'est à cause de ta voiture. Oh putain, c'était très très... C'est Jean-Claude Van Damme. Est-ce que cette phrase est dit ou est-ce que j'ai remplacé ma soirée à l'écrire? T'aurais pas pu l'inventer. Trop compliqué. Effectivement, cette phrase a été dite. Est-ce que vous savez par qui? Ça ressemble à du Jean-Claude Van Damme, quand même, excuse-moi. Ça ressemble, mais malheureusement, c'est un philosophe. Michel Onfray, voilà. Vraiment, on ferait mieux de se taire et de faire un autre métier. Et pour finir, les gens se disent « Oh, on a eu un autre ouragan, ça doit être le réchauffement de la planète. » Mais non, c'est probablement à cause des avortements. On ne peut pas participer à des sacrifices humains sans en subir les conséquences. Ça, c'était la campagne US. Cette phrase a été dite. Je suis désolé, cette phrase a vraiment été dite par Tucker Carlson, qui est un journaliste qui s'est fait virer de Fox News parce qu'il était trop d'extrême droite pour Fox News, et qui a un soutien de Donald Trump. Donc, alors, il se trouve que pour apprendre ensemble à débunker les climato-sceptiques, on a fabriqué, je vais faire une phrase très lente, un poster magnifique. Donc voilà, ce poster, on a appris en gros une typologie qui a été faite par un chercheur spécialiste de la communication sur le climat qui s'appelle John Cook. Et il a pris, là il y a une trentaine des techniques employées par les climato-sceptiques. Et donc on l'a traduite et après on a pris des exemples qui ont été, pour la plupart, vraiment dits par des vraies personnes. Et donc il y a des citations de Pascal Praud, d'Elisabeth Lévy, de Nicolas Sarkozy, qui explique que le réchauffement climatique c'est à cause des Africains, enfin bref. Mais tu veux que les gens mettent ça dans leur chambre? Peut-être pas pour faire des cauchemars si c'est dans la chambre, mais peut-être les toilettes ou dans le bureau de votre ministre préféré, je sais pas.
Donc voilà, ça c'est un des posters. Donc c'est un des posters qui sont une des contreparties dans la campagne de Chaleurs Actuelles. Il est assez ouf. On l'a fait voir à des scientifiques qui sont assez hypés parce que vraiment c'est un truc de scientifique à la base. Mais vraiment voilà. En tout cas, si vous soutenez la campagne Chaleurs Actuelles, vous aurez ça et en plus vous nous permettez de faire des posters de qualité comme ça. Donc n'hésitez surtout pas. Et il n'y a plus personne. Donc c'est pas grave. On soutient Chaleurs Actuelles. On est chaud comme des baraques à frites, comme on dit chez moi. Marine Tondelier, on peut dire que d'une certaine manière, votre parcours il est émaillé de pas mal de défaites politiques, en tout cas. Si peu. À la fois à Hénin-Beaumont et aux élections législatives. Alors vous êtes dans la même circonscription législative que Marine Le Pen, dans un territoire dominé par l'extrême droite, ce qui n'est pas la meilleure astuce pour se faire élire. Qu'est-ce qui vous fait continuer? Pourquoi est-ce que vous continuez de creuser votre sillon? Et est-ce que vous avez l'espoir d'un jour être maire? Comment? J'aime pas les parachutages. Ok, parce que Paris 11e, je pense que vous gagnez tranquille. Bah ouais, mais bon, c'est pas chez moi. Personne ne vous reprochera d'être déraciné au Paris 11e, mais d'accord. Donc c'est chez vous. Non, mais si partout où c'est dur, on s'en va pour laisser les autres, ça va pas. Donc voilà, c'est chez moi, je me sacrifie si vous voulez, mais il n'y a pas de problème. Mais c'est pas vraiment un sacrifice. Moi, je suis née là, je connais chaque trottoir, chaque rue. J'ai des souvenirs à tous les coins, à tous les carrefours. J'ai mes 4 grands-parents qui sont là-bas, j'ai mes parents, j'ai l'école de mon fils et l'école de mon père. Enfin, je suis ancrée, quoi. J'ai pas envie d'aller ailleurs. Désolée, les gars. Je me sens pas du tout. Et par ailleurs, je suis dans un parti où on ne cumule pas les fonctions. Et donc, je pense que je ne donnerai pas le nom, mais un jour, j'ai demandé à un collègue chef de parti qui était aussi parlementaire, parce que je voyais ma vie, donc je disais comment il fait pour être en plus parlementaire. Et je lui dis mais tu fais comment pour faire les deux? Il m'a dit je fais les deux mal. Bon, ok, mais avec beaucoup de décontraction. Est-ce qu'on peut avoir un nom? Non. Mais avec beaucoup de décontraction. Et moi, ça, je ne sais pas faire. Donc, je trouve que je suis chef de parti. Ça me donne beaucoup de travail pour le faire bien. Là, j'étais encore toute la journée en rendez-vous avec des associations qui travaillent sur l'écologie dans les quartiers populaires. Enfin, je rencontre des gens remarquables. Je me nourris, je construis. On a réformé beaucoup ce parti. On a changé de nom, de logo, de statut, d'image, de plein de trucs. Mais ça prend énormément de temps. C'est un engagement à temps plein. Donc, grâce à Marine Le Pen, qui m'a battue aux législatives, vous bénéficiez de Marine Tondelier à la tête des Verts, voilà. Et on a récupéré le nom Vert. Les gens ne pensent plus qu'on est lié à votre parti politique, ce qui est très cool. En échange de quoi, je me suis engagé à plus porter de veste verte. Donc voilà, c'est un petit sacrifice à faire. Mais... Oui, alors on s'appelle quand même, les gens nous appellent encore les Verts. Moi, j'ai encore mon drapeau les Verts. Et parce que quand les anciens, ils disaient, ouais, mais si on s'appelle les écologistes, est-ce que les gens ils vont se rappeler qu'on est les Verts? Je dis, oui, je pense qu'ils nous ont reconnus quand même. Et donc, déjà, quand on s'appelait Europe Écologie, les gens nous appelaient encore les Verts, quoi. Donc ce truc reste. Et dans tous les pays, c'est les Greens, les Grünen, voilà, on s'appelle les Verts partout. C'est notre couleur, c'est comme ça. On nous reconnaît. Pas de panique. Et alors, petite anecdote, je suis certain que vous ne savez pas ça. Quand on a lancé Vert, on a cherché les adresses URL, il fallait qu'on achète un nom de domaine pour notre site. Et donc on a tapé vert.com, c'était déjà pris, vert.org, ce que vous voulez, c'était déjà pris. Et on regarde vert.fr et on voit que le nom est déjà pris, mais que le site, il n'est pas attribué, il n'y a pas de site web. Et on se dit, mais c'est bizarre. Et qui est le propriétaire de vert.fr? Est-ce que vous avez une idée? Non, mais j'ai peur. La réponse doit vous étonner. Vas-y. C'est le Parti communiste français. Les et donc là, on s'est dit, on sent la bataille de 1997. On avance nos pions, on choure les noms de domaine et tout. Ils ont voulu mettre un site porno à la place, à mon avis, un truc comme ça. Ils auraient pu, probablement. Un petit truc de détournement. Tu cliques sur vert.fr, tu remplis le formulaire et tu arrives au Parti communiste. Bah, c'est possible. Ouais. En tout cas, si vous aviez su ça, vous n'aurez peut-être pas fait le NFP, donc j'ai gardé l'info pour après. Non, mais avec Fabien, on s'en sort toujours. On a le Nord-Pas-de-Calais en commun et ça dépassera toujours tous les clivages. Est-ce que vous serez candidate aux prochaines élections municipales à Hénin-Beaumont en 2026 ? Ça a déjà commencé, la campagne. Moi, j'étais candidate en 2014, j'étais tête de liste en 2020. Le genre de truc, tu mets au moins un an à t'en remettre. En plus, j'ai commencé des campagnes municipales, ça se commence bien un an à l'avance. Et j'ai commencé pendant mon congé maternité. Je me rappelle la première réunion où mon fils avait 15 jours. J'ai passé tout le congé mat à préparer. Donc, c'est des aventures où il faut se donner pleinement. Et je pense que c'est pas vrai que je peux refaire ça là pour 2026. C'est-à-dire être tête de liste. Après, tous les copains avec qui on travaille depuis maintenant quelques années savent que je suis là, qui peuvent compter sur mon soutien total, que ce que je fais d'ailleurs tous les jours en parlant d'Hénin-Beaumont, en étant là ce soir, etc. Enfin, ça a contribué aussi au combat sur cette ville. J'étais encore au conseil municipal vendredi matin, au conseil municipal d'anthologie. Donc voilà, être de la bataille, évidemment, être tête de liste, je ne suis pas sûre que je sois la mieux placée pour y consacrer l'énergie nécessaire. Ou alors j'arrête tout, je fais que ça, vous me dites, hein, mais... Ok. Comme vous voulez. pas d'avis. Tu iras maintenant animer parce que demain à 9h15, j'avais rendez-vous avec les chefs de parti du NFP. Je t'envoie à ma place, tu vas voir, c'est sympa.
Ou tu vas à Hénin-Beaumont, comme tu veux, on peut se répartir. Bah, l'un ou l'autre, j'avais rien prévu demain matin, donc il n'y a pas de newsletter demain, désolé, je suis à Hénin-Beaumont en train de me faire taper dessus par Steve Briouat. Tête de liste au municipal, ça y est, c'est lancé. Alors moi je suis journaliste. Je ferai le premier moi, je don fais pas tête de liste. Je me fais assez de taper dessus par les journalistes d'extrême droite, mais alors je vous laisse la partie politique avec grand plaisir. Alors, en 2020, il y a eu un raz-de-marée électoral des écologistes au municipal qui ont été portés par un contexte qui était assez porteur. Il y avait le Covid, on pensait qu'on allait changer complètement notre rapport au monde et que... tu crois que les gens votaient RN, ils ont voté pour les Verts parce qu'ils croyaient que c'était la fin du monde, donc ils se sont dit, foutu pour foutu, on va mettre les Verts à la tête des grandes villes. Franchement, il y a des renards qui se baladent à Berlin, il y a des petits cerfs au Japon et tout. Là, votons les écologistes, enfin, foutu pour foutu. Nos futurs, on vote écologiste. Donc les écologistes ont rappelé des municipalités avec des listes citoyennes à Strasbourg, à Annecy, à Bordeaux, Grenoble, ils ont conservé la municipalité Marseille, et j'en passe. Marseille. Gagné. Est-ce que vous êtes confiante pour leur sort en 2026, sachant que le contexte a un peu changé et les grandes marches pour le climat sont un peu loin, enfin, il y a moins cet élan qu'il y avait en 2026. Est-ce que vous pensez que ces mairies-là, il y en a une partie qui vont être perdues, ou est-ce que vous êtes confiante ? Alors, déjà, retenez une chose du contexte politique actuel et des prochains jours, semaines, années, c'est qu'il peut se passer tout, partout, tout le temps, et celui qui arrive à être confiant sur quoi que ce soit est quand même balèze. Donc, je suis pas particulièrement inquiète sur les municipales, parce que dans les villes écologistes, parce que je vois bien le travail qui a été fait. J'y ai passé beaucoup de temps en début de mandat pour me former aussi à ce qui se passait dans ces villes. Je vois aussi, il y a des sondages qui sont faits actuellement. Alors les sondages, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, là j'étais à Poitiers, il y a un sondage qui sort, 68% des habitants de la ville sont satisfaits du travail de la maire. Pierre Urmic, là à Bordeaux, il y a un sondage qui est sorti, c'était l'un des maires préférés en fait, par ses habitants de toute la France. Et c'est comme ça un peu dans toutes les villes écolo, donc je ne suis pas inquiète pour ça. Je vois à quel point les bilans sont solides, identifiés, et je sais aussi que, je crois que c'est parce que en tant qu'écolo, on est très respectueux de la biodiversité. On sait que la richesse d'un écosystème est aussi liée à sa diversité. Tout ça, on sait faire fonctionner du coup des équipes, des écosystèmes, des partenariats. On n'est pas enfin, ce qui est très préoccupant là, c'est la baisse des dotations des collectivités territoriales. On avait un conseil politique des Verts hier, donc il y a les parlementaires, la direction du parti, puis les maires des grandes villes. Il y avait notamment Éric Piolle, il y avait Grégory Doucet, donc Grenoble, Lyon. Il y avait un maire d'arrondissement de Marseille, une maire d'arrondissement de Paris aussi. Et tous nous disaient à quel point ces baisses budgétaires les percutent. Et vous savez qu'aujourd'hui, quand vous êtes maire, vous êtes quand même en première ligne où vous vous retrouvez à devoir faire des choses parce que juste l'État a décrété qu'il ne les ferait pas. Donc vous avez des enfants à la rue, ouais, c'est pas votre compétence. Normalement, c'est à l'État de le faire. Vous allez laisser les gamins dans la rue? Non. Donc vous commencez à ouvrir un gymnase, à organiser. Enfin, c'est sans fin de rattraper tout ce que l'État ne fait pas. Et là, c'est la double peine, puisque maintenant, l'État leur sabre leurs finances avec lesquelles ils tentaient désespérément de faire ce que l'État ne faisait pas. Et donc, ils se retrouvent dans une situation très dure. Et certains racontaient vraiment hier plein de... C'était vraiment un moment très dur où ils disaient, en fait, on va devoir fermer les services publics. Alors, ça ne veut pas dire ils arrêtent le service, mais réduire les horaires d'ouverture, on ne pourra plus tout faire. On n'y arrivera plus. C'est pas possible financièrement. Et je me suis dit, mais c'est horrible, c'est un crève-cœur parce que c'est des gens qui ont tout donné pour l'engagement public. Ils sont battus pour porter des politiques publiques, pour être élus, pour les mettre en place. Et c'est une bataille quotidienne, vous savez, d'être maire, entre la gestion de toutes les équipes, tous les maîtres dans la rue, on vous pose un nouveau problème. Enfin, c'est très, très engageant. Vous donnez énormément de vous-même. Le soir, le week-end, pour la vie de famille. Enfin, c'est très, très prenant. Et vous le faites parce que vous y croyez, quoi. Et quand on vous sabre les moyens d'action, je pense vraiment que c'est le truc le pire qui puisse arriver à un maire. Donc voilà, je le dis pour les maires écolos et pour tous les maires de France. J'ai rencontré le président de l'Association des maires de France. Je pense qu'on peut leur faire un petit tonnerre d'applaudissements parce que la crise des vocations va être là aussi. Donc bref, je suis pas inquiète pour les maires écolos, mais par contre, je suis très inquiète pour Michel Barnier parce que là, ça va pas passer l'hiver, cette histoire. Et vous, ça fait 2 fois que vous applaudissez Steve Briouat quand même, depuis le début de la soirée. Ah oui, bon... tous les maires de France. On a un public qui est très ouvert, les gens sont très ouverts d'esprit. Alors, on va faire un petit jeu, encore un, qu'est-ce qu'on se marre, qui s'appelle Écolo, pas écolo. Et pour essayer de comprendre quelle est votre vision de l'écologie, qu'est-ce que vous considérez comme écolo ou pas. Donc vous allez pouvoir reprendre les deux. Voilà, toujours Pascal Praud en rouge. Ça va être des trucs genre faire pipi sous la douche, tout ça ? Par exemple. J'ai déjà joué à ce genre de jeu, manifestement. Moi, j'ai déjà fait dans un précédent, c'est Patrick Pouyanné qui fait pipi sous la douche. Les gens étaient perplexes. Ah oui, d'accord. Patrick Pouyanné, c'est pipi sous la douche. Alors, par exemple, Elon Musk qui vend des voitures électriques. Bah non.
Oh, vous êtes dur. On est plutôt compact dans cette salle. Voiture électrique, écolo ou pas écolo? Là, c'est moins clair. Hein. Bah oui, ça dépend le poids. Une Moi, Mégane électrique de. Je joue pas parce que je sens que je vais me faire ingénieur. embrouiller pour 10 ans si j'ai levé un côté ou l'autre. Une voiture électrique pas énorme, une petite voiture électrique. Une Smart Ah, électrique. c'est petit, c'est Une pas trottinette électrique. Ok. Mais par contre, une voiture électrique de 1 tonne 8, pas écolo. Bah non. Si? Non, ok, très bien. Elon Musk qui fait des fusées réutilisables. Non mais ça dépend parce que si c'est pour envoyer Elon Musk sur une autre planète, je retourne son jeu. Qui voulait envoyer tous les électeurs du RN sur notre planète là? C'est lui. Elon Musk qui détruit la démocratie américaine avec sa machine à propagande qui est X, utilise de méthodes de déstabilisation plus folles que celles des Russes pour faire élire le plus gros climato-sceptique de l'histoire de l'humanité, va contribuer à dégommer les agences américaines de protection de l'environnement, développer le tourisme spatial pour ultra-riches et nous vendre des allées simples pour Mars quand il aura achevé de faire de la planète un épais tas de cendres. Écolo ou pas Et écolo? qui fait pipi sous la douche. Non, il n'y a pas de psychopathe. Ah, Yann. On discutera de ça après l'événement. Alors, j'avais écrit Michel Barnier, mais je crois que j'ai la réponse. Ah non, Michel, non. Hein. Et le public de verre, qu'en pense Moins le public de verre? 60% le fonds vert, moins 500 millions sur la flotte électrique, moins 136 millions sur la biodiversité, moins 1 milliard sur la rénovation thermique des logements. Je continue? J'ai l'impression que 0 vous essayez euros d'orienter sur le le plan vote de la vélo salle. 2024. C'est pas très honnête. 0 euros sur le plan vélo 2025. Non, ça va pas du tout. Agnès Pannier-Runacher. Regarde, je bouge pas. Ah, c'est un peu plus... Là, on se regarde un peu à droite à gauche, genre est-ce que cette personne est centriste ou est-ce que c'est OK? Est-ce que Elle a ceci quand est même un dit safe qu'elle était space? la personne de gauche du gouvernement. Et alors, vous avez déjà un peu répondu aussi. Est-ce que l'écologie de droite, c'est écolo ou pas écolo? Oh, bah non. Ça se discute, hein, c'est une vraie discussion. C'est vraiment une salle de gauchistes, par contre. Non, mais très clairement, il n'y a pas de problème avec les gens de droite. Je connais plein de gens de droite. Non, Ma c'est grand-mère, ceux je qui l'aime de tout prétendent mon être cœur, elle est de écolo droite. en plus. C'est ceux qui prétendent en plus être écolo. Oui, bah alors là, ma ça grand-mère va pas. prétend pas être écolo, elle mange des grosses saucisses. Enfin, c'est une Alsacienne. Voilà, il n'y a pas de. C'était un petit peu déplacé. Hein. Ouais, c'était un peu bizarre. Mamina, si tu nous écoutes, je pensais vraiment à la choucroute. Il n'y avait aucun sous-entendu. Ok, on va passer à une point suivant. La passe rénovation. publicité. On oublie, on coupe. La rénovation thermique des logements ou des immeubles. Bah, quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait. Ok. La rénovation énergétique de la tour de la défense de Total Energy, argent qu'ils vont pouvoir réinvestir pour creuser des nouveaux puits de pétrole. Vous voyez que c'est pas évident quand même, hein, même la rénovation thermique. Alors question, alors un truc, j'ai appris ce chiffre récemment dans une étude de Parlons Climat. Est-ce que les 12% de sympathisants, les écologistes qui sont climato-sceptiques, c'est écolo ou c'est pas écolo? Mais qui sont ces gens? Et Quels sont qui leurs sont réseaux? ces gens? À mon avis, c'est des Est-ce qu'on a espions. des sympathisants, les écologistes climato-sceptiques dans la salle? Il y a vraiment 12% des sympathisants des écologistes Des gens qui sont... se disent proches des écologistes qui sont climato-sceptiques. Mais j'ai pas compris. Ben, j'ai pas compris non plus, mais je pensais que vous auriez une réponse peut-être. Je n'étais pas au courant de ce chiffre. Je demande un fact-checking immédiat. À mon avis, c'est tous les sourires charmeurs que j'ai dû faire dans le métro. Faut que je fasse attention. Donc, ça rend les gens. Mais ça n'a aucun sens. Ça rend les gens Ils ont peut-être climato-sceptiques. pas compris le titre. Bon, alors pour celle-là, vous avez le droit de vous abstenir parce que vous connaissez pas forcément votre voisin et que la question est bien problématique pour certains. Sauf Marine Tondelier, le nucléaire, c'est écolo ou c'est pas écolo? Ah non. Si, Ok. vous, et si vous mettez vert, je dois vous expliquer. Donc le mettez pas parce que... Il y a des Après, gens qui j'ai sont un un peu, pitch, j'ai un peu les pitch deux, en quoi. 45 minutes. Généralement, c'est la question qui fracture la communauté de verts. Les gens se mettent sur la gueule à ce moment-là de la soirée. Ça Non, va, alors on est alors, par détendu. contre, Marine Tondelier, on veut savoir, puisque historiquement, les Verts, puis Europe Écologie Les Verts, sont anti-nucléaires. Le parti, Ah, c'est... c'est pas que historiquement, c'est... D'accord, c'est pas que Non, mais quand historiquement. tu dis ils c'est sont- historiquement, on a l'impression que c'était Non, mais avant. c'est un parti qui s'est construit notamment sur l'opposition au Ah bah, nucléaire. c'est les mouvements anti-nucléaires dans les années 60-70 qui donnent naissance, ensuite en se fédérant, au Parti des Verts. Ouais. Et aujourd'hui, on a toute une jeune génération de gens qui sont notamment ingénieurs, qui utilisent LinkedIn et qui sont pro-nucléaires et qui disent bah, en Tu fait, parles de si on Jean-Marc regarde- Jancovici. Bah, je parle pas que de lui, Une mais c'est clair génération de c'est clair gens qu'il qui a utilisent suscité des LinkedIn. vocations chez Mais chez j'ai beaucoup. pas compris le lien avec LinkedIn. Quelle est cette histoire? Parce que c'est des gens qu'on retrouve plus sur LinkedIn qu'ailleurs. Qu'est-ce quoi. que c'est que ces statistiques Et donc, depuis tout à l'heure? non, mais la question,
c'est qu'il y a vraiment beaucoup de gens aujourd'hui qui se sentent sincèrement écologistes et qui sont pro-nucléaire parce qu'ils disent, si on regarde en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes de production d'énergie, c'est une énergie qui est décarbonée. Moi, je me sens écologiste. Je pense que le nucléaire, c'est une solution. Est-ce que ces gens-là, ils ont une place dans les écologistes? Est-ce que les écologistes ont changé un peu leur logiciel sur le sujet? Ou est-ce que ça reste vraiment un point de rupture entre vous et d'autres partis? Alors, il y a plein de questions dans ta question. Si la question est j'ai des doutes sur le nucléaire ou je ne suis pas sûre d'être entièrement alignée avec Marine Tondelier sur la question puis-je quand même venir chez les écologistes, il n'y a pas un vigile à l'entrée qui vérifie, qui te fait un test en 10 questions, comme tu viens de me faire d'ailleurs, et qui en déduit si tu as le droit de venir ou pas. Notre slogan, c'est « Venez comme vous êtes ». Vous avez envie de venir chez nous, vous venez, c'est tout. Il n'y a pas une interrogation écrite, ni à l'entrée, ni à la sortie. Par contre, dans la charte des Verts mondiaux, donc c'est pas que les Verts français qui, je sais pas quoi, ont décidé de pas faire d'efforts. Hein. C'est l'écologie dans le monde entier en arrive à la même conclusion que le nucléaire ne peut pas être une solution. Je ne vais pas vous faire tout le récit sur le nucléaire, mais dans le fabuleux monde de la fabuleuse légende des pro-nucléaires, le nucléaire est beau, le nucléaire c'est gentil. Le nucléaire d'ailleurs est un objet, vous savez ce qu'on appelle les objets transitionnels, c'est les doudous chez les enfants. Donc vous n'avez pas besoin de faire d'efforts sur l'énergie, il y a le nucléaire. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts sur l'eau, il y a les méga-bassines. Enfin en fait, c'est une forme de le progrès, la technique, tout sera toujours. Donc allons-y gaiement, ne changeons pas de sobriété, ne changeons rien, ça va aller. Ensuite, il n'y a pas de déchets dans le monde merveilleux des pro-nucléaires. Oui, on sait les gérer, il n'y a pas de problème. Il y a pas, c'est une énergie propre et ce que j'adore, ça rend, vous savez, c'est la souveraineté énergétique parce que bien sûr, l'uranium est produit dans les champs en Bretagne et donc il n'y a pas du tout besoin d'aller les chercher dans des pays peu recommandables, de traverser via la Russie, l'Azerbaïdjan, etc. pour arriver chez nous et repartir dans notre chance pour être traité, je vous rappelle, par Rosatom, qui est une des boîtes de Poutine qui sert aussi à l'enrichir. Donc, je ne vais pas vous faire tous les sujets de nucléaire, mais ce que je dois juste vous dire, si on est là maintenant en 2024, moi souvent je me suis dit, Tondelier, si tu devenais écolo là maintenant, tu avais 20 ans maintenant, est-ce que tu penserais pareil sur le nucléaire? Je me suis vraiment confrontée, et c'est quelque chose que je fais souvent sur beaucoup de sujets. Je me reconfronte en disant, est-ce que tu referais le même raisonnement? Et je dois vous dire qu'on est en 2024, que vous vous rappelez, Macron, il avait dit qui aurait pu prédire, genre pour l'année dernière, genre pour l'été même, il n'avait pas prédit. Mais lui, il arrive à prédire en 2100, 2110, 2120, comment sera le monde, quoi. C'est ça qui m'échappe vraiment dans le raisonnement. Les EPR qu'il prétend construire aujourd'hui, il en annonce 6 grands. Déjà, les experts du sujet vous disent ils ne savent pas les construire, les 6 d'un coup. C'est pas vrai. C'est industriellement, on n'en est pas capable. Ils vont dire c'est de la faute des Verts, je sais pas quoi, s'ils nous avaient cru en nous, on n'en serait pas là. Ça nous prêtait beaucoup de pouvoir. Mais donc ils vont se lancer là-dedans. Macron avait dit que ça pourrait être prêt en 2040. Bon, il se trouve que les notes sur son bureau qui ont fuité après disent déjà 2045. C'est pas pareil. Et il se trouve que si à l'échelle de Flamanville, ça prend le même temps entre ce qu'ils prévoient et ce qu'ils font vraiment, bon, ça va pas ouvrir tout de suite. Mais vous voyez, admettons, ça ouvre en 2045. C'est des EPR qui sont normalement prévus pour 60 ans. C'est-à-dire qu'ils sont en fonction en 2100, 2110, 2120. Et donc, il y a 2 solutions. Soit ils sont près des mers, et je vous rappelle que le trait de côte, on ne sait pas exactement où il sera. Soit ils sont près des rivières, et je vous rappelle que, par exemple, le débit du Rhône, on ne sait pas non plus exactement où il sera. Moi, j'ai le chiffre en tête, ça doit être 40% de débit en moins d'ici 2050. Et donc, est-ce que le débit sera suffisant? Est-ce que la chaleur aussi permettra le refroidissement? Alors, refroidir, oui, mais vous savez, vous avez des normes. Vous ne pouvez pas rejeter l'eau à plus d'une certaine température derrière. Et l'été, il y a 2 étés, quand vraiment il y a eu de forte chaleur, il y a eu plein de centrales où on ne savait plus trop comment gérer ça. Alors, je pense qu'il n'y a pas de pic. J'en ai discuté avec le PDG d'EDF, parce que comme je suis un peu chiante, je vais poser la question. Il me disait, l'été, ce n'est pas vraiment le souci, parce que même s'il y a plein de climatiseurs partout en France, les pics d'utilisation de besoins énergétiques, c'est plutôt l'hiver. Bon, admettons, mais vous voyez, il y a quand même ce truc dans un monde qui devient complètement incontrôlable, où en fait, personne ne peut prédire ce qui va se passer. On sait que tout va s'accélérer et qu'on arrive dans un moment, c'est voyage en terre écologique inconnue, quoi. Personne ne peut vous dire, il n'y aura jamais plus que ça, l'eau ira jamais plus que là, on ne sait pas. Et je trouve que le nucléaire, on peut dire, c'est pas une question que j'ai pas confiance dans les ingénieurs français. D'ailleurs, par ailleurs, si j'ai beaucoup moins confiance depuis qu'ils ont fusionné l'ASN et l'IRSN, et même tous les pro-nucléaires qui sont sincèrement préoccupés aussi par la sûreté nucléaire, ils sont venus nous chercher à l'aide, nous, les écolos, pour dire bon, vous n'êtes pas d'accord sur le nucléaire, mais sur la sûreté, vous savez de quoi vous parlez. On a mené cette lutte ensemble et le gouvernement est passé en force pour déprécier en fait le degré de sûreté nucléaire en France. C'est quand même quelque chose de dingue. Tout ça pour que les projets aillent plus vite et pour qu'on arrête de faire des rapports qui disent est-on bien sûr tout ça? Non, il fallait accélérer. Et donc je trouve que quand on est écologiste,
On ne peut pas faire courir des risques aussi grands à la planète, surtout qu'on ne sait toujours pas quoi faire des déchets, quoi. Je trouve que c'est... Après, ce qu'on sait aussi, c'est que dans le rapport, c'est un sujet qu'on a abondamment couvert, le rapport de RTE sur les futurs énergétiques et le rapport de référence sur comment on va produire de l'énergie en France dans le futur. Les fameux 6 scénarios. Absolument. D'ailleurs, c'était même sur cette scène qu'on avait eu une soirée avec le directeur de RTE sur le sujet. Dans ces scénarios-là, il y a un scénario 100% renouvelable, mais il est hautement improbable pour tout un tas de raisons. C'est-à-dire que mais attention, moi je vous dis pas. Je prends pas position. Alors, vous avez compris. Je suis pas en train de dire oui nucléaire, pas nucléaire. Il se fait l'avocat du diable, comme on dit. Non, je me fais l'éclaireur du débat public et on fait des articles pour permettre aux gens de se faire leur avis. Ce que sur je le veux sujet. juste vous dire, c'est que quand par exemple Yannick Jadot se présente, parce que je dis si je me présente à la présidentielle, là, ça va partir en live. Quand Yannick Jadot se présente à la présidentielle en 2022, il dit pas si je deviens président, je ferme tous les réacteurs nucléaires dans le mandat. Il dit nous on va développer le renouvelable de plus en plus et à mesure qu'on pourra se passer des centrales, on les fermera au fur et à mesure, en commençant par les plus dangereuses. Fessenheim, à l'époque, qui était encore ouverte, qui est quand même construite sur une faille sismique. Gravelines, qui est quand même construite en zone submersible. Ce sera la première centrale sur pilotis. Malheureusement, c'est la plus grande d'Europe. Et je suis dans la zone de pas très loin où, si ça se passe mal, je ne serai pas en bonne santé. Mais nous, on ne dit pas on ferme tout le nucléaire tout de suite, on fait un blackout. Hein. Par contre, celles et ceux qui disent que, un, il y a une crise climatique, normalement tout le monde dans cette salle, et que deux, il y a une crise énergétique, on l'a quand même vu au moment de la guerre en Ukraine, si c'est ça vos deux impératifs, c'est le cas de gens qui disent moi je fais le nucléaire parce que vraiment c'est la crise. Mais en fait, si c'est une crise, la crise c'est maintenant, il faut déployer vite. Tu déploies quand même plus vite des éoliennes, en grosso modo, je crois que c'est 8 ans entre fourchette basse entre le moment où tu décides et le moment où tu as l'électricité dans le tuyau. Pour le PR, c'est quand même un peu plus compliqué. Et donc, justement, si le but, c'est de répondre vite à la crise, quand on dit les accords de Paris, c'est 2030, si on veut les respecter. Et donc, on dit, pour respecter les accords de Paris, il faut faire des EPR, mais ils vont sortir en 2045. Donc, soit je suis très bête, soit on se moque un peu de nous, et en fait, on se sert comme alibi des angoisses climatiques des gens pour faire passer une technologie qui, pour moi, a passé son temps, quoi. Mais bon, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, chers amis, mais je vous ai exposé en transparence ma position. Ouais, le problème, c'est que les éoliennes, il faut passer sur le corps de Stéphane Bern, et ça, on ne sait pas combien d'années ça va prendre, mais bon, c'est un autre sujet. Alors, Marine Tourdelier, on est extrêmement à la bourre. J'avais pas du tout bien timé cette interview, et vous êtes beaucoup trop longue à chaque fois, mais c'est un plaisir. Il m'a demandé de résumer le nucléaire en 200 signes. Je vais vous dire les questions que je voulais vous poser, pour lesquelles je vous aurai pas le temps de répondre. Donc, je voulais vous demander pourquoi les écologistes sont aussi mauvais en communication. Est-ce que c'est un mépris pour la com ou est-ce que c'est le sentiment d'avoir raison et de ne pas devoir l'expliquer? Vous n'avez pas le droit de répondre. Ensuite donc, la parole à la défense. Non, parce qu'en fait, il y avait une petite intro où j'expliquais que ce qui a détonné en juin pendant toute la séquence dissolution, c'est que les gens vous ont découvert et que vous avez un style qui est hyper rodé, hyper compatible avec les médias. Vous avez l'art de la punchline, de la communication politique. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir chez les Verts. Et effectivement, c'est un peu, je sais pas vous, mais ça décoiffait un petit peu. Vous savez que je disais tout pareil avant, hein, sur les mêmes chaînes. Bien sûr. À la même heure. Mais avec moins d'audience. Donc les gens vous connaissaient pas. Non, c'était les mêmes émissions. Non, mais je dis pas que vous avez créé votre personnage récemment. À mon avis, c'est vous qui regardiez pas la télé avant la législative. Vous regardez pas France 24 à 23h50. Donc, alors que c'est mes meilleurs punchlines, France 24 à 23h50. On se fout de ma gueule. Vous n'avez pas le droit de répondre. Alors il y avait une question sur l'humour, mais vous avez déjà un peu répondu. Je voulais vous interroger aussi sur votre style qui est quand même fait d'une grande bienveillance et presque d'une gentillesse, qui est un peu, c'est un peu un truc ça c'est gentil. Alors là, ça me touche. C'est vrai, c'est souvent une insulte en politique, mais vous avez l'air gentil. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'on peut vous percevoir. Et c'est un peu inhabituel. Et voilà. Il y a l'équipe des Verts là qui me regardent et ils me font. Donc je voulais vous demander ce que vous essayez de faire. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu machin, mais vous n'avez pas le droit de répondre. On pourra en parler autour d'un verre tout à l'heure. Je voulais vous demander aussi... Pose toutes les questions et je ferai 1 minute toutes les réponses en même temps. 1 minute toutes les réponses. Non, j'avais 2 dernières questions, je vais vous en poser une quand même. Je vais vous en poser 2, mais des réponses courtes, hein, on est d'accord. Parce qu'après, il faut des questions du public. Tu es en dilemme avec toi-même là. On te laisse depuis tout à l'heure dans ton dilemme. Nous, on ne dit rien, on t'écoute. Alors, on se rend compte aujourd'hui que parler d'écologie en brandissant le sort des ours polaires, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Il faut qu'on trouve des nouvelles manières de parler d'écologie pour intéresser plus de monde. Comment on fait justement pour embarquer des personnes qui ne sont pas convaincues aujourd'hui? Est-ce qu'il faut prendre l'angle de la santé? Je sais que c'est un sujet qui vous est cher. Est-ce qu'il faut qu'on leur parle de leur qualité de vie? Comment on touche des gens pas convaincus aujourd'hui et qui sont peut-être le ventre mou? Des gens qui ne sont pas contre l'écologie mais qui ne sont pas tout à fait embarqués aujourd'hui?
En étant gentille, avec de l'humour. J'essaie de boucler toutes les questions. Ce matin, j'étais à Saint-Denis, chez Get Up, puis cet après-midi, chez Banlieue Climat. Vous connaissez sûrement ces assos. Et vous savez, Get Up, ils ont écrit ils ont fait un rapport en fait sur l'injustice climatique, etc. Et une grande enquête. C'est vraiment un rapport hyper bien fichu sur écologie, classe populaire, et en fait qui nous donne qui nous guide un peu, qui nous met un peu des tac-tac, des trucs qui vont pas, et qui nous met des petits taquets et qui nous guide un peu. Et dans une de leurs préconisations, c'est en fait arrêtez de nous parler des ours polaires, parlez-nous de nous. Et la réalité, c'est qu'ils disent, vous n'avez pas besoin de nous sensibiliser sur un truc qui va nous faire pleurer, qui est loin de nous, etc. Et vous pouvez nous parler des femmes qui habitent dans les quartiers pop, des enfants asthmatiques au bord des routes. Parlez-nous de nous, en fait. Et je pense que c'est ça qu'on doit faire, une écologie très concrète. Et plutôt que dire aux gens, bah, vous êtes là, puis nous, on va essayer de vous amener là sur nos sujets où... Prenez commencez à faire un peu l'escalade tout seul, l'écologie ça se mérite. En fait ça faut arrêter, je pense que. Et on a souvent eu ce côté, moi je me rappelle il y a des campagnes chez les Verts, on était là en comité stratégique, bon les scores, les sondages ça n'allait pas, donc on se réunissait, puis j'entendais des copains dire ouais bah voilà les gens ils disent les quartiers pop ils votent pas pour nous, les ruralités ils votent pas pour nous, c'est que les grandes villes, mais ils disent mais franchement c'est pas vrai, enfin on n'arrête pas de l'expliquer quand même que on est pour les ruralités, on est pour les quartiers, donc bon bah franchement si les gens font pas un effort pour comprendre, et à chaque fois je leur disais mais peut-être que si les gens ne comprennent pas, c'est peut-être qu'on explique mal. Peut-être que si 90% des gens qui parlent à la télé pour nous sont du triangle d'or écolo, Bastille, République, Belleville, et ben ils ont beau être de très bons écolos, être très légitimes. Combien de personnes ici habitent dans ce triangle? Non, mais vous avez beaucoup de chance. Et vous êtes de très bons écolos. Mais Jean-Michel qui regarde sa télé depuis la Picardie, il a le droit de ne pas se sentir représenté quand même. Donc je pense qu'il y a un sujet aussi de représentation qui est hyper important, de ressembler aux gens et de parler de ce qui les concerne. Et vous ne pouvez pas dire, pour être écolo, il faut faire du vélo, et si vous ne faites pas du vélo, c'est que vous n'avez rien compris, au gars qui a 40 km pour aller soit faire ses études tous les matins, soit travailler. Vous ne pouvez pas renvoyer un miroir déformant qui explique la life à des gens depuis des endroits où c'est plus facile d'être écolo. Voilà. Ça, je pense qu'il faut faire extrêmement important, parce que ça peut être violent, en fait, méprisant. Et on doit faire attention au mépris social, au mépris territorial. C'est des choses sur lesquelles je travaille beaucoup, mais quand vous naissez dans le bassin minier, où le jour de votre naissance, vous avez déjà 5 ans d'espérance de vie de moins qu'un Parisien, alors que vous n'avez encore rien fait, juste parce que vous êtes né là, ça forge quand même un petit recul sur la situation. Alors merci pour cette réponse courte, très France 24 à 23h20. C'était pas du tout humoristique, d'ailleurs. Il n'y avait pas de blague. Non, petite dernière question. Comment est-ce qu'on fait exister l'écologie politique dans les territoires ruraux qui ont été quand même très largement délaissés par la gauche ces dernières années? Tu me poses la question à cause de ma réponse d'avant en disant merde, on n'en a pas parlé, ou c'était déjà Non, prévu? regardez, c'est juste là. Bravo. Donc quel discours, quelles mesures peuvent porter dans les territoires ruraux, alors qu'il y a beaucoup de territoires ruraux où les écolos sont vus comme des ennemis, notamment du monde agricole? Alors moi, en plus, je suis petite fille d'agriculteur et je réfute. Certes, mon grand-père, quand je suis devenue écolo, m'a dit « Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Ça, c'était le premier soir. Et puis après, on en a beaucoup parlé. Et là, j'ai fait un débat. Vous connaissez Didier... Est-ce que vous regardez les grandes gueules? Normalement, si vous êtes là ce soir, vous ne regardez pas. Bon, et ben c'est pas bien parce que les Français regardent. Et donc, il faut regarder. Et donc, il y a dans les grandes gueules, bon, c'est des grandes gueules, vous en connaissez peut-être quelques-uns. Et il y a Didier, c'est l'incarnation un peu de la France rurale. Il a ses moustaches, il ressemble un peu à José Bové, mais c'est un agriculteur. Et puis, il n'arrête pas de dire, on peut plus rien dire. Bon, bah, à chaque fois, je dis, chaque fois que je t'entends dire un truc, tu dis qu'on peut plus rien dire. Donc ça, déjà, tu peux le dire. Et puis, dis autre chose à la place, tu auras pu dire quelque chose. Et donc, lui, c'est vraiment, les écolos nous font chier, nanana, ma ferme, ils nous aiment pas. Mais c'est un truc de bouc émissaire, en fait. Oui, les agriculteurs français, le gouvernement, plus personne ne sait quoi leur dire. Et donc, c'est universel dans l'histoire depuis l'Antiquité, quand des politiques ne savent plus quoi faire, ils trouvent un bouc émissaire. Donc là, en l'occurrence, ils disent, des fois c'est les migrants, là ils disent, ah bah c'est des écologistes. Mais quand on rencontre les agriculteurs, et eux-mêmes nous le disent, en conviennent, on leur dit, mais depuis 40 ans, qu'est-ce qui s'est battu pied à pied pour protéger les terres agricoles contre la bétonisation, contre l'artificialisation des sols? C'est vous, avec nous. Depuis 40 ans, qui s'est battu pour avoir des repas locaux dans les cantines? C'est vous, avec nous. Depuis 40 ans, qui s'est battu pour des revenus plus justes pour les agriculteurs, notamment au niveau européen? 80% des revenus, des subventions de la PAC vont à 20% des agriculteurs les plus riches. C'est des subventions à l'hectare. Plus vous avez d'hectares, plus vous avez de subventions. Ils savent que c'est nous. Sur les traités de libre-échange, là on parle du Mercosur, mais là vous voyez tous les gens en France dire finalement on est contre, mais c'est que des gens, il y a 2 ans ils étaient pour, ils votaient pour au Parlement européen. Nous on a toujours été contre, ils le savent.
Donc ça, je pense qu'il y a un sujet de rétablir des préjugés, des idées reçues. C'est la première chose. La deuxième, c'est un sujet d'incarnation. Je le disais un peu tout à l'heure. Et donc nous, on est hyper fiers d'avoir Benoît Biteau, par exemple, qui est éleveur en polyculture en Charente, qui a beaucoup bossé au Parlement européen, qui est maintenant à l'Assemblée nationale. Il y a Marie Pochon, petite fille de viticulteur, qui a été élue députée dans la Drôme. C'est la plus grande circonscription de France, 250 communes. Et la plus belle aussi, parce que je fais un petit classement des circos écolos. Allez-y en vacances, c'est super sympa. Mais voilà, Vite-mère des TripAdvisor chez les écologistes. Moi, je fais des classements de tout. Parce que je circule beaucoup sur le territoire. Mais vous voyez, quand Marie Pochon ou Benoît Biteau vous dit si l'écologie dans la ruralité, ça a du sens, ça fait plus sens pour les gens qui habitent de la ruralité, qui s'identifient plus que quand c'est d'autres qui leur expliquent qu'ils doivent être contents d'être écolos, quoi. Et puis, après, il y a aussi un truc de donner à voir ce qu'on fait déjà dans les ruralités. On dit parfois, les écolos, c'est que dans les grandes villes, ils sont maires des grandes villes. Parce qu'en fait, on a 100 maires écolos. Alors, évidemment, on parle à la télé des maires de Lyon, de Grenoble, de Bordeaux, parce que c'est Lyon, Grenoble et Bordeaux, c'est des villes que les gens connaissent. Mais en réalité, on a beaucoup plus de maires dans la ruralité qui font des choses super, à Lux-sur-Aude, dans l'Aude, comme leur nom l'indique, à Auvray en Bretagne, à Auray en Bretagne, à Saint-Égrève en Isère. Enfin, je ne vais pas vous faire toutes les villes, mais moi, j'y suis allée. C'est super de voir que même avec 200 habitants et souvent pas de services municipaux, à part une secrétaire de mairie, ils font des trucs super. Et donc, je pense qu'un des challenges dans les municipales, c'est d'aller casser cette idée reçue. On prépare un bilan spécifique aux villes rurales. On prépare aussi un programme, une plateforme programmatique spécifique aussi à ces territoires, parce qu'évidemment, si on prend le programme de la ville de Lyon et on le colle, je ne sais pas où, ils vont dire le tram, il est sûr, le candidat des Verts, qui va faire un tram dans ma campagne? Non, en fait, c'est pas adapté. Donc je pense que c'est hyper important de montrer qu'on a des projets pour les territoires. Et ça ne veut pas dire qu'on est à géométrie variable. L'ambition reste la même. Et en pratique, vos politiques publiques s'adaptent en fait à votre territoire. Et je pense que l'écologie est un outil typiquement agile, pile poil pour ce genre de situation. C'est-à-dire qu'on sait s'adapter à tous les territoires. Et moi, j'étais hyper choquée là, cet été du débat. J'ai rien compris. Les bourgs, les tours, je sais pas quoi là. Est-ce qu'il fallait faire la ruralité ou les quartiers, comme si on n'était pas capable de faire les deux en même temps? Une petite balle perdue pour François Ruffin. Non, mais c'était pas que lui. Non, mais en plus, moi, j'adore François. Enfin, on vient du même territoire. Je vois tout à fait ce qu'il raconte. Mais quand après j'entends ruralité versus quartier, ça me dépasse. Alors peut-être parce que je suis une femme et donc je sais faire deux trucs en même temps. Mais je ne vois pas à quel moment dans l'histoire de la gauche ou des écologistes on aurait décidé qu'on allait parler qu'à la moitié de la France. En fait, on allait devoir choisir. Évidemment que vous ne pouvez pas faire de la politique en renonçant par avance à parler, à vous adresser ou à améliorer le quotidien de la moitié du territoire. Donc oui, on revendique d'avoir un projet pour le littoral, d'avoir un projet pour les montagnes. Enfin, on est adapté à tous les territoires et c'est comme ça qu'on travaille dans notre mouvement, on le revendique. Et je finis sur les municipales. N'oubliez jamais que l'écologie, on parle punitif, je ne sais pas quoi, là. L'écologie, c'est plus belle la vie. Allez voir dans les villes écolos, ça a amélioré plein de choses. C'est du bio et du local pour vos enfants à la cantine, c'est des pistes cyclables, c'est des îlots de fraîcheur. Enfin, je ne vous fais pas toute la liste, mais l'écologie, il faut retenir que ça améliore votre quotidien et que ça protège vos lendemains. Et donc, je ne sais pas exactement qui ça punit, mais je trouve ça plutôt, au contraire, très positif. Et ça fait du bien. Bon, et c'est à vous. On a assez dialogué. Maintenant, on va multiloguer. Je ne sais pas si c'est un mot. On va prendre 2-3 questions et après, on va pouvoir continuer cette discussion avec Marine Tondelier, avec la rédaction de Vert, tout à l'heure, là où il y a les boissons et nos camarades. Qui a une question? Si, bonjour, ravi d'être là avec vous. Alors, moi, j'habite dans une ville du 93. Donc, c'est un peu une bulle de gauche. Ça chamaille un peu dans la gauche, mais franchement, le Rassemblement national, il est un peu laissé à distance. Et laissez-moi deviner, Montreuil, Bagnolet. Bravo. Et donc, je me dis, le Rassemblement national, mais qu'est-ce que je peux faire contre le Rassemblement national? Parce que moi, je suis à Montreuil, c'est ça mon territoire à moi. C'est là où j'habite. Déménager à Hénin-Beaumont. Merci pour votre réponse. C'était ça la réponse? Je vais prendre les 3 questions, puis je ferai un medley de réponses. Deuxième question. Alors, on ne fait pas comme ça ici généralement, mais bon, puisque tout est open ce soir. C'était pour prendre l'apéro plus vite, moi je m'adapte. Deuxième question. Je pense que c'est pas mal si on répond une question après l'autre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors déjà, c'est vrai que moi, ça me désespère à chaque fois de me dire qu'il y a des territoires tellement privilégiés d'être sûrs d'être à gauche toute leur vie, qui se permettent d'avoir plusieurs candidatures législatives, un concours de liste de gauche au municipal. Bon, j'ai décidé de ne pas y passer plus d'énergie que ça, parce que premièrement, j'ai pas prise.
en réalité, donc je peux m'énerver toute la journée si je veux, ça va pas changer grand-chose. Et donc j'ai décidé de mettre plutôt mon énergie sur les territoires, notamment de droite, qu'on peut faire basculer aux prochaines municipales. Suivez un peu mes dépassements en ce moment. Je suis allée à Saint-Étienne, à Mulhouse, à Lorient. J'étais là à Cholet, à Nice. Alors vous dites Nice, elle a un peu d'espoir quand même de faire basculer Nice, mais sachez que Ciotti se présente contre Estrosi. Et donc là, ça nous offre vraiment des perspectives intéressantes. Et sachez que dans tous ces territoires, des fois on dit le NFP, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord et tout ça, mais je peux vous dire que dans tous ces territoires, les gens instinctivement, ils sont en train de bosser ensemble. Tout comme à Hénin-Beaumont, on le fait. Parce qu'en fait, c'est logique. Quand tu vis tous les jours dans une ville de droite, c'est ton quotidien. Et donc ouais, t'as envie que ça change. Il y a une petite incentive. Et ça paraît évident là-bas pour les copains de bosser ensemble, et c'est tant mieux. Je ne vous dis pas que c'est simple, évident, confortable tous les jours, mais ils ont cette envie, et une fois que tu as envie, tu as décidé de le faire, normalement, tu y arrives. Mais donc, bon courage à Montreuil et à Bagnolet. En fait, c'est des problèmes de riches de gauche. Tu vois ce que je veux dire? Tu es là, vraiment, je vais devoir choisir entre plusieurs listes de gauche, qu'est-ce que c'est compliqué? Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin, tu auras un ou une maire de gauche, et que c'est quand même sympathique comme problème. Alors, Juliette est d'accord avec Marine Tondelier, ce serait bien de prendre plusieurs questions à la fois, donc je m'incline. Et surtout, est-ce que vous pouvez me faire signe, comme ça, je peux bouger en fonction. Ouais. Je vais prendre les deux dames. 2 femmes contre toi, t'as pas résisté. Alors, moi, j'ai une requête, c'est que je suis souvent en difficulté pour argumenter, pour convaincre. Donc, Marine Tondelier, si je pouvais vous avoir dans ma poche tout le temps pour dégainer vos punchlines, j'adorerais, parce que je suis entourée de gens qui sont... En fait, l'écologie... Vous voulez que je vienne à vos repas de famille, c'est ça? Non, dans mes lieux de travail, tout le temps. Moi, je veux bien, parce que les gens, ils ne veulent pas lâcher leur confort, ils ne veulent pas lâcher leurs privilèges, pas forcément grands, hein, enfin, les gens autour de moi. Bobo de gauche. Les lilas, c'est bien aussi, bobo de gauche. Mais ils ne veulent pas lâcher ça. Et je ne sais pas comment argumenter, à part me mettre en colère, moi. J'ai pas l'humour, j'ai la colère, ça marche pas. Et ça, J'adore le côté, je les engueule, je comprends pas, ça marche pas. Non, je m'énerve, je suis en colère, quoi. Pas contre eux, mais contre l'inertie. Et je sais pas, quand je vous écoute, tout est simple. Quand je discute avec les autres, ça allait beaucoup moins. Est-ce qu'il y a un moyen? Je sais pas. Oui, moi je voulais revenir sur l'introduction au débat, parce que là on a constaté qu'on était tous d'accord et que malheureusement on a l'impression... Il y a un fan d'Elon Musk quand même dans la salle, je tiens à préciser. Pardon, mais moi j'étais du côté de la salle où on était tous d'accord. Et du coup, comment on fait pour éviter la fracture qui se crée et des médias indépendants qui sont super, mais... qu'est-ce qu'on fait avec les médias mainstream et puis comment on fait pour gagner les prochaines élections, que ce soit municipales ou les suivantes, ou celles qui arriveront même avant les municipales peut-être d'ailleurs. Et peut-être une troisième question. Ouais, un homme pour changer un peu là. Ah non, ok. Non mais moi j'allais juste vous remercier parce que votre bien. posture dans le monde politique elle est vraiment rafraîchissante et ça fait vraiment du bien. Et on se dit peut-être que aussi il peut y avoir des gentils en politique qui se font entendre et donc merci beaucoup. Désolé, on vous traite de gentils ce soir. Non, mais normalement, j'ai une question désagréable sur le nucléaire, mais comme tu l'as déjà posée dans le débat, il n'y a plus de questions désagréables pour le... Tu l'as posée dans l'interview. C'est vrai que généralement, il y a la salle ne peut plus la toujours poser. un homme de 60 ans qui vient, qui se lève, qui nous fait un tunnel sur le nucléaire et qui part fâché. Ouais. Peu importe ce qu'on a dit et là, dans la soirée. il est venu, mais tu lui as coupé l'herbe sous le pied, donc, voilà, on l'embrasse s'il est là. Bonjour, enfin bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez de la croissance du PIB et est-ce que vous pensez qu'on peut changer cet indicateur comme des économistes le pensent, par exemple Éloi Laurent qui mettent la croissance de la santé en priorité? Est-ce que c'est quelque chose que les écologistes, sur lesquels les écologistes réfléchissent ou pas? Et voilà. Je commence par celle-là. Alors, quand vous dites, est-ce que vous pensez qu'on peut changer l'indicateur de la croissance comme les écologistes le pensent, du coup, la réponse est dans la question, parce que... Ah oui, mais les écologistes le pensent, non seulement ils le pensent, mais ils le disent. Et on avait fait voter une résolution à l'Assemblée nationale, je crois que c'était en 2015, sur le sujet pour demander déjà ça. Donc c'est une position constante des écologistes. Et d'ailleurs, vous avez posé la question intelligemment. Vous avez dit, est-ce que
qu'est-ce que vous pensez de la croissance et vous avez ajouté du PIB. Parce que souvent je dis la croissance de quoi? La croissance du bonheur, je suis pour. La croissance des arbres, je suis pour. Enfin, ça dépend de la croissance de quoi. Et effectivement, le PIB, cet indicateur n'a aucun sens. C'est celui qu'on a trouvé pour comparer des choses, mais on voit bien à quel point c'est imparfait et à quel point tout le monde est rivé sur cet indicateur-là, qui n'est peut-être pas le plus pertinent. Alors la tondelier de poche, je ne sais pas faire, mais peut-être qu'on peut faire des cassettes vidéo avec des best-of. Vous leur mettez comme un bêtisier de fin d'année. Sur le côté, on était tous d'accord, ouais, il y a un côté... Enfin, je pense que c'est vraiment important de sortir de l'entre-soi. Et je le dis ici, je le dis tout le temps, partout. Moi, je revendique, je suis en train de préparer des déplacements où je vais, là où je pense pas grand monde ne va, parler à des gens à qui personne ne parle. Et d'ailleurs, parfois, se taire et écouter. C'est bien aussi. Parce qu'en fait, si on veut convaincre des gens qui sont différents de nous, il faut entendre où ils sont. Il faut comprendre leurs angoisses. Et je pense aussi qu'il faut arrêter de penser que tout est débat rationnel. Moi, des fois, j'écoute les Verts, j'ai l'impression qu'ils préparent tout comme l'oracle du bac français. Et en fait, la vie, c'est pas l'oral du bac français. Moi, je me rappelle d'élections en 2015, on avait fait une réunion Nord-Pas-de-Calais, Picardie, puis il y avait un copain Picard, il était désespéré. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, bah, tu vois, moi je travaille depuis 10 ans, chaque conseil municipal, je prends les 1000 pages, je compare tout, j'écris toutes mes inters, je bosse comme un malade tous les jours pour ce mandat et tout. Il était conseiller municipal d'opposition, je sais pas où. Puis il dit, bah, tu vois, le mec du RN, il a jamais fait une inter, on n'a jamais entendu sa voix en conseil municipal, et puis il s'est présenté, il a fait 48% et moi j'ai fait 3%. Et j'ai dit, mais oui, mais ce n'est pas le concours général, c'est une élection. Et donc, ce qui compte, c'est, si tu as raison tout seul et que tu as le tract le plus compliqué, qu'il n'y a que toi qui le comprends, donc c'est peut-être très brillant, mais si personne ne comprend, ça ne sert à rien dans une élection. Donc, il y a un sujet d'arrêter de croire que c'est un concours ni d'éloquence, ni d'avoir l'air le plus compliqué pour avoir l'air intelligent. L'intelligence sociale, ça compte aussi. C'est-à-dire qu'il faut ressentir les émotions, il faut partir de là où sont les gens, il faut trouver les bons mots, il faut s'adapter à son public. Je pense que c'est la base aussi de la politique et une partie du travail qu'on oublie trop souvent. Et pour ce qui est de la posture rafraîchissante, eh bien, je te remercie. Je ne te cache pas me sentir parfois très différente, voire marginale dans ce milieu. Là, ce midi, j'étais en déjeuner de presse avec toutes les pontes de TF1. Et c'est vrai que des fois, tu vois rien que t'expliques un truc, tu vois la tête du mec, tu sens que tu es déjà à côté de... c'est des mondes très différents, quoi. Il y a une bulle politico-médiatique parisienne. J'ai grandi, je me suis construite loin de cette bulle, et donc parfois je pense que je peux être déconcertante, mais il m'arrive un truc hyper bizarre en septembre, c'est que je suis allée en Belgique pour les municipales belges, et en fait j'ai compris que j'étais belge. C'est-à-dire que tout ce qui peut vous paraître un peu parfois ici original, et moi, je me sens originale tout le temps. Je vois bien que des fois, je ressemble à personne d'autre. Mais bon, c'est comme ça. Et je suis arrivée en Belgique. Les gens disaient, c'est super, t'as fait ça, t'es fière et tout. Toi, t'es une fille du Nord. Et je disais, ouais, en fait, là-bas, j'étais comme eux, quoi. Et je me rappelle de ce meeting... Pas en termes d'accent. Non, ne me tente pas. C'est pas terrible, l'accent belge encore. Ne me tente pas. Et je me rappelle de ce meeting le soir, je fais XL, je fais plusieurs villes, et le soir, meeting à Liège. Et chez les Verts, j'avais passé tout le week-end la fête de l'UMA à faire les karaokés, les trucs. Et je tannais tout le monde pour ma chanson préférée, mais je vois que Pierre Jouvet, du Parti Socialiste, est arrivé parce qu'on doit voir ce soir. Il sait, ma chanson préférée de karaoké, c'est quoi? Allumer le feu de Johnny Hallyday, exactement. Et tu es un bon partenaire de karaoké. Mais... Et ben à chaque fois, les Verts, ils me disaient non, franchement, Marine, pas encore allumer le feu, Johnny Hallyday, tout, on n'en peut plus, c'est pas sérieux, tout ça. Et ben j'arrive au meeting de Liège, je me marre du début à la fin, je me sens vraiment que des gens comme moi, toutes les interventions, imaginez la lourdeur de la soirée. Et à la fin, la tête de liste, elle dit « Marine, on ne finit jamais une soirée ici sans une petite chanson de Jean-Philippe Schmet, alias Johnny Hallyday, allumez le feu !» Et le meeting se finit sur allumer le feu, toute la salle qui se lève et qui chante, et j'ai dit, en fait, je suis belge. Voilà. Donc c'est mon prochain défi électoral. Juste pour vous remercier énormément, parce que c'est ce genre de soirée quand même qui fait du bien. Je n'ai jamais eu des applaudissements comme ça en conseil municipal. Alors qu'on est un média, c'est un peu gênant quand même. Non, mais eux, ils ne sont pas journalistes, ils sont, là, c'est le public. Des citoyens. Jaloux. Et juste pour vous dire que si ça vous intéresse, donc il y a lesécologistes.fr, c'est le site pour nous rejoindre, qu'il y a des gens qui veulent... Alors toute la journée, je croise des gens qui disent entre les mecs qui veulent prendre des photos pour moi et avec moi qui à la fin disent c'est pour ma mère. Ça c'est ma première
Toute la journée. Ah, c'est pour ma mère, c'est pour ma mère. Super, je suis content pour vos mères. Et deuxièmement, c'est je suis à ça d'adhérer. Ça, c'est ma deuxième phrase préférée du moment. Je suis mais à ça d'adhérer. Donc je dis super, génial. Tu n'es pas adhérent, ça ne change rien pour moi. Mais donc, si vous êtes à ça d'adhérer, vous avez deux choix. Soit vous adhérez vraiment parce que vous dites à ça, c'est quand même con de s'arrêter à ça. Et c'est à partir de 1 euro, donc c'est pas une question financière. Et après, vous vivez votre vie, vous trouverez votre place, tout ça. Et si vous n'êtes pas content, service après-vente Tondelier, vous viendrez m'engueuler en personne. Vous aurez ce luxe, car vous aurez ensuite mes coordonnées. Et puis, sinon, il y a aussi, on a créé un nouveau statut pour juste les gens qui veulent s'informer, recevoir les newsletters, pouvoir participer aux formations, pouvoir rencontrer des écolos près de chez eux, peut-être même juste participer au municipal, mais sans être adhérent, puisqu'il y a plein de villes où on dit faut pas les étiquettes, tout ça c'est loin de moi. Et ça c'est possible aussi. Vous faites nous rejoindre sur lesécologistes.fr et vous ne choisissez pas la case pour adhérer, vous choisissez l'autre case et ça vous permettra d'être tenu au courant, d'être tenu informé et puis de pas à pas prendre les décisions qui vous plairont. Il y a de la place pour tout le monde et on respectera vos choix même si vous ne venez pas. Merci tout le monde. Et nous c'est pareil. Je voulais te remercier aussi pour les médias indépendants. C'est pas vraiment pas fini. Non, mais c'est juste pour les médias indépendants parce que tu fais un boulot. C'est gentil alors. C'est un boulot très important et trop rare. Donc merci pour ça et on aimerait qu'il y en ait plein plus des comme toi. Et c'est grâce à vous. Et c'est grâce à vous, merci infiniment. Alors nous c'est pareil, les gens ils sont à ça de soutenir Chaleurs Actuelles. Non, mais voilà, vous êtes déjà membre du club, c'est déjà génial, on vous demandera pas. Si vous pouvez convaincre un collègue climato-sceptique grâce aux arguments que vous allez trouver sur notre poster. Madame, elle a des amis à convaincre. S'ils peuvent mettre un petit billet sur Chaleurs Actuelles, ce sera ça de gagner. En tout cas, comme cadeau de Noël, absolument. En tout cas, je m'adresse de nouveau à la caméra puisqu'on revient en mode émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à suivre cette discussion que j'en ai eu à la mener. On se retrouve très bientôt sur vert.eco avec plein d'articles pour apprendre comment parler à ses proches, pour apprendre comment décrypter Pascal Praud, pour apprendre tout un tas de trucs sur les sujets dont on a parlé, sur le nucléaire, sur l'écologie politique et j'en passe. Merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent au quotidien et qui sont membres de notre club. Merci à toutes celles et ceux qui nous découvrent peut-être avec cette vidéo. On espère que vous vous sentirez bien chez nous. Je vous dis à très bientôt et nous, on va aller boire des coups. Bonne soirée. Merci.